Alors, bonsoir tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous revoir ce soir. Je voudrais, dans un premier temps, vous présenter les membres du conseil municipal, en commençant par la droite. Thérèse Leclerc, secteur La Montagne, district 1. Bonsoir, Marie-Josée Auclair. Je suis dans le district numéro 2, qui est dans le secteur de Scénic et Glen Sutton. Good evening, I'm Alan Pavelanis. I represent District 3, which is Sutton West, so out towards Dunham. I also wanted to take a moment tonight. I doubt that there are any Jewish people in the audience because tonight is Yom Kippur, and so most Jewish people should probably be at home with their families. But I wanted to take a moment on behalf, I hope, of all of us, and to put it in officially that we wish peace and serenity on this Day of Atonement to all of our Jewish citizens. Shana Tova. Merci, Alan. Et effectivement, je pense que tu as l'adhésion de tout le conseil municipal. Carole, tu veux te présenter? On va parler de ce côté-là. Carole Lebel, district numéro 4. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. Linda Graham, conseillère pour le district 5, côté est du noyau villageois. Bonsoir, Marc-André Blain, conseiller cœur du village, côté ouest. Merci, Marc-André. Robert Benoît, donc le maire. Malheureusement, ce soir, notre directeur général, Pascal Smith, est retenu à la maison, alors, donc pour cause. Alors, il est remplacé par son directeur général adjoint, qui est notre greffier aussi. Alors, vas-y, Jonathan. Je vais respecter la tradition. Je vais laisser mes collègues se présenter. Donc, Jonathan Fortin. Ah, je vais le faire. Greffier. Ah, après? OK. Titouan Perella, directeur des travaux publics et des immobilisations. Suzanne. Suzanne Nessard, trésorière. Bonsoir, Harry Pressoir, conseiller en urbanisme. Puis, et finalement, Jonathan Fortin, directeur général adjoint, greffier, directeur des affaires juridiques. Oui. Et aussi à l'extrême droite, Isabelle Capmas. Ah oui, mais elle n'a pas de micro. Ah non, elle n'a pas de micro. Mais bientôt, elle va être assise avec nous. Là, puis... Parfait. Donc, nous désirons commencer la séance, l'ouverture de la séance. Donc, ça nous prend un proposeur et un secondeur, Alan et puis Marie-Josée, pour l'ouverture de la séance. L'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour? Aucune. Aucune. Qui propose, qui seconde? Carole et Linda. L'adoption des procès-verbaux, en fait, il y en a seulement un, c'est celui du 7 septembre dernier. Qui propose seconde? Marc-André et Thérèse. Alors, suivi des dossiers d'intérêt public, alors c'est un peu la petite partie des nouvelles de Sutton. J'ai ce soir 6 dossiers dont je veux vous parler. Et puis, en général, ce ne sont que des bonnes nouvelles, sauf une. Alors, je vais commencer par les bonnes nouvelles. La première nouvelle, c'est une grande nouvelle, je pense, après une dizaine d'années d'efforts, c'est que le projet d'habitation abordable Sutton va se réaliser. Je pense que personne n'y croyait, en fait. Alors, c'est, rappelons-le, 18 logements abordables. C'est 18 logements avec une chambre à coucher, 2 chambres à coucher, puis certaines avec 3. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que le prix du loyer, on n'en revient presque pas, là, c'est entre 450 et 650 $. Donc, j'imagine qu'il va y avoir affluence à ce moment-ci pour pouvoir donner son nom, pour être choisi, pour habiter dans les habitations abordables Sutton. Ce soir, j'en parle comme ça parce que ce soir aussi, il y a un item à l'ordre du jour dans lequel, pour réaliser ce projet-là, il fallait aussi qu'il y ait des interventions financières importantes du gouvernement du Québec
aussi d'Ottawa, à de moindre mesure, mais la ville de Sutton aussi. Donc, la ville de Sutton, on va mettre un 200 000 $ additionnel dans ce projet-là. Pourquoi? Parce que... Merci. Pourquoi? C'est que le projet, à l'origine, devait coûter 3,8 millions. Puis ça, je pense qu'il y a une leçon à tirer, c'est que plus on attend, à un moment donné, à prendre des décisions, plus ça coûte cher, plus ça finit par coûter cher. Puis ça, c'est mon expérience dans les grands barrages des lignes de transport d'énergie à Hydro-Québec ou ailleurs. Quand on regarde là, le fait de ralentir la construction, il y a toujours un coût économique assez important. Donc, le projet qui devait coûter 3,8 millions, maintenant, en coûte 8,3. Donc, c'est comme les chiffres qui sont inversés, hein? 3,8 à 8,3. Donc, il manquait 4,5 millions. Alors, vous comprenez aussi les hésitations des gouvernements et de tout le monde pour mettre l'argent, finalement, dans ce projet-là pour que le projet soit réalisé. Alors, il vient où? Il vient d'où, ce 4,5 millions-là? Alors, il vient essentiellement du gouvernement du Québec. C'est le gouvernement du Québec qui met la plus grande partie. En fait, c'est 3,8 millions. Le gouvernement fédéral met 0,9, presque 1 million. Et puis, Sutton met 0,2, 200 000 $. Donc, c'est le 4,5 millions et qui va faire en sorte que le projet se réalise. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de difficultés, en fait, à trouver un constructeur. Et il n'y a eu qu'un constructeur au deuxième appel d'offres qui s'est manifesté, puis c'est Athéna, qui est une compagnie dans la région ici. Et Athéna, en fait, a fait une offre, et son offre, en fait, est bonne encore pour 1 mois. Donc, le prix est gelé à 8,3 millions, est gelé par Athéna. Donc, ils doivent construire les projets, le 18 logements, à 8,3 millions. Ça veut dire, ça, concrètement, que la première levée pelletée de terre serait à la fin du mois d'octobre de cette année, donc dans quelques jours. Donc, c'est quand même une assez bonne nouvelle, de sorte que la construction va durer entre 12 et 18 mois, grosso modo. Donc, ce qui veut dire que l'an prochain, au milieu de l'année, au pire, il y aurait donc 18 logements, donc, qui seraient accessibles. Et puis, juste rappeler aussi que c'est des logements subventionnés. Il y a entre 50 et 80 des logements qui vont être subventionnés, puis l'idée, c'est d'avoir un plafond. Les gens ne dépenseront pas plus que 30 de leur revenu brut. En fait, c'est un peu la formule, et le reste, donc, c'est subventionné. Rappelons que la Ville a donné un crédit de taxe, Linda, de 20 ans? 25 ans. De 25 ans, plus le prix du terrain. C'est un terrain qui a été payé, puis vous vous rappelez, c'est un terrain qui était au coin de Jordan à un moment donné, qui a été transféré parce qu'il y avait des problèmes sur le projet. Donc, la contribution de la Ville, le terrain, le congé de taxe pour 25 ans et le 200 000 $ additionnel. Donc, je peux vous dire que la semaine dernière, le Conseil a été unanime à accepter le fait de verser ce 200 000 $. Il va être pris à même le fonds, puis Suzanne pourra nous expliquer ça au bout de la ligne, mais on a dans le fonds le surplus accumulé, en fait. Puis on va revenir là-dessus tantôt aussi, là, sur toutes ces notions-là. Je voudrais remercier des gens, puis je pense que c'est important, là, parce que c'est des gens qui ont travaillé, rappelle-moi, combien d'années? 10 ans presque? Presque 10 ans, M. le maire, oui. Presque 10 ans, donc. Comme bénévole. Puis comme bénévole. Plus? OK. Donc, au moins 10 ans. Donc, remercier Kenneth Hill, qui était pas mal l'instigateur dans les derniers mois de ce projet-là, avec une dizaine de bénévoles, je pense, qui ont travaillé au un conseil d'administration de 8 personnes. Donc, ils ont travaillé très fort. Puis, je veux aussi dire le GRT, qui est le groupe de ressources techniques de Sherbrooke, puis Marc-André Mayotte, qui a travaillé très fort dans les dernières semaines, justement, parce que c'est pas évident boucler un financement de ce type-là pour aller chercher plus que la moitié du coût du projet. Donc, c'est énorme. Pas oublier non plus les ministres qui nous ont aidés beaucoup. Isabelle Charret, son bureau,
Pascal Saint-Onge et son bureau qui ont appuyé Kenneth et tout le monde. Il y a eu beaucoup d'interventions qui ont été faites par la Ville, donc je pense que c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle aussi parce que finalement, le statut de l'entreprise maintenant va être une coopérative. C'est ce qu'on a dit. Donc, tout ça, dans les prochains jours, presque, dans le fond, j'ai parlé avec Kenneth Hill aujourd'hui, et il va falloir donc revoir la liste des personnes intéressées à habiter dans ces appartements-là. Puis là, il va falloir qu'il y ait, parce que je pense que la liste date de plusieurs mois. Plus que 2 ans. Plus que 2 ans. Ouais. Donc, il va falloir revoir si ces gens-là sur la liste sont toujours intéressés, puis voir finalement un processus de sélection des candidats. Tu veux continuer? Oui? Vas-y. Simplement pour dire, parce que ce qui est prévu, c'est comme une formule de coopérative, d'habitation, et dans ce cas-là, il y a d'autres exigences, par exemple, la nécessité d'être impliqué dans la communauté des résidents, donc qui n'est pas toujours pour tout le monde. Donc, ils vont annoncer c'est quoi les exigences, etc. Et il y a un autre groupe que je crois qu'il faut aussi remercier. Ça, c'est l'Église anglicane, le Grace Church. Absolument. Parce que sans leur volonté de vendre le terrain à la municipalité, pour ce projet, et c'était toujours dans le sens qu'ils ont dit oui, OK, on va le vendre. Ce tout est simplement parce que c'est pour les familles. Donc, sans leur implication, il n'y aura pas de projet. Très bien dit. Merci, Linda. Oui, Linda a travaillé très fort, mais je pense aussi, on ne pourrait pas tous les nommer, là, je ne les ai pas devant moi, mais il y a 7 à 8 personnes qui ont travaillé très fort sur le conseil d'administration. Donc, félicitations à tout le monde. Alors, moi, je pense que c'est très important. Puis mon deuxième sujet, c'est la location à court terme. La semaine dernière, jeudi dernier, il y avait 65 personnes dans la salle ici. Je pense qu'on a eu une bonne réunion avec les citoyens ici. Mais je leur ai dit, si vous en souvenez, qu'il y avait quelques personnes qui étaient ici jeudi dernier, mais c'est clair que la location à court terme, ce n'était pas une solution, ce n'est pas une panacée pour régler le problème des logements abordables à Sutton, c'est plutôt d'avoir plus d'offres de logements disponibles, puis je pense que ça, c'est une bonne nouvelle, même pas une semaine plus tard, finalement, qu'on a déjà 18 logements au moins qui vont être en construction à des prix vraiment, là, très clairement abordables. Mais c'est grâce à toutes les subventions, évidemment, des gouvernements et de la municipalité. Donc, location à court terme, je pense qu'on a eu une bonne réunion, mais je pense qu'on en a tiré. Moi, je voulais vous dire simplement qu'il y a 3 points essentiels que j'en ai tirés de cette réunion-là. Le premier point, c'était que je pense qu'il y a eu vraiment les droits personnels, les droits individuels et les droits collectifs. Puis ce qui est clair, ce qu'on a mentionné, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, on ne partira pas des cas spécifiques, des cas individuels pour faire une règle générale. On va plutôt faire le contraire. Le rôle fiduciaire d'une municipalité, c'est de s'assurer qu'on fasse une règle générale à un moment donné qui tient compte de tous les intérêts collectifs de la communauté. Et après ça, on va regarder les impacts que ça peut avoir sur les individus puis des cas spécifiques. On ne fera pas l'inverse. On ne partira pas des cas spécifiques, des gens qui nous disent qu'ils ont des problèmes X, Y, Z pour faire une règle générale. Puis ça, je pense que la position était très claire de ce côté-là. Donc, c'est sûr que la Ville, le premier point, puis je veux le répéter, la Ville va essayer de trouver un compromis, comme on a dit, entre les intérêts, finalement, de développement touristique de la Ville, mais les intérêts aussi de la collectivité en termes de logements abordables et en termes d'habitation, milieu de vie, etc. Donc, c'est le compromis sur lequel on va travailler. Le deuxième point qu'on a bien entendu aussi, c'est, je pense, est-ce qu'il y a, oui ou non, des droits acquis? Ça a été rappelé à plusieurs reprises qu'il y avait des droits acquis parce que les gens avaient obtenu finalement une licence, qu'ils avaient des autorisations de la CITQ, qu'ils avaient respecté les règles à l'époque. Donc, le fait qu'ils considéraient qu'ils avaient des droits acquis et donc on ne pouvait pas modifier ces droits acquis-là. Donc, il y a une question d'abord et avant tout juridique là-dessus. Jonathan travaille là-dessus, en fait, sur quelle est la situation à travers le Québec
et pas seulement à Sutton, là, parce que toutes les municipalités au Québec, à peu près, sont en train de légiférer sur la question de l'allocation à court terme. Et puis aussi, ce que j'ai dit à la rencontre, c'est que le gouvernement du Québec permet aux municipalités même d'interdire les locations dans les résidences principales, c'est-à-dire dans vos résidences personnelles. Donc, pour moi, c'est comme un droit acquis au niveau des municipalités aussi de pouvoir intervenir. Puis il y a plusieurs municipalités qui interdisent les résidences principales dans leur domaine, en autant qu'il y ait une zone qui permet, parce qu'il faut, selon la loi, qu'il y ait une zone qui permette la location à court terme dans des résidences principales. Donc, c'est un beau débat juridique. On est en train de faire l'analyse de tout ça et on va revenir éventuellement à la fin de la période de consultation avec des réponses puis voir comment on va traiter ça, la notion des droits acquis. Le troisième point que je pense qui nous a interpellés aussi, c'est toute la question des agriculteurs, puis des jeunes agriculteurs, les maraîchers et tout le reste, qui font de la location à court terme pour des raisons économiques, financières. Je pense qu'au niveau agricole, c'est une préoccupation, puis il faut voir aussi comment on va traiter les interventions qui ont été faites là-dessus pour aider, je pense, surtout, mais évidemment, en zone agricole, ce sont les producteurs agricoles, ceux qui sont reconnus comme producteurs agricoles. Mais donc, c'est un des éléments, je pense, qui nous a frappés. Ces 3 points-là vont être traités, comme d'autres aussi qui ont été mentionnés. Il y a une période de consultation qui est faite à l'heure actuelle. Et je pense qu'il y a eu quand même, puis je vais le mentionner, un beau débat cette fin de semaine-ci sur les réseaux sociaux. C'est rare qu'il y ait des beaux débats sur les réseaux sociaux, mais Patricia Lefebvre, qui est dans la salle, a fait un texte, pour ceux qui l'ont vu ou pas, et qui a entraîné une centaine de réactions à un moment donné de citoyens de Sutton, qui était basé un peu sur justement l'espèce de dilemme entre les choix, finalement, les choix individuels et les choix collectifs aussi. Donc, c'est une belle discussion qui a eu lieu. Et tous ces éléments-là vont être pris en compte, finalement, quand on va faire notre rapport de consultation pour voir les différents points qu'on retient, puis quelles sont les solutions qu'on y apporte. Donc, ça, c'est location à court terme. On poursuit donc la période de consultation. Vous êtes invité à le faire, Isabelle, corrige-moi, jusqu'à la fin du mois d'octobre. 4 novembre. 4 novembre, c'est ça, de nous rédiger. On a reçu d'ailleurs déjà à l'heure actuelle plein de courriels. Puis je pense qu'il y a un mouvement qui dit non aux locations à court terme. Je reçois beaucoup les courriels non aux locations à court terme. Là. Je ne sais pas qui est derrière ça, mais en fait, on reçoit beaucoup de courriels de ce type-là. Le troisième point que je veux traiter, c'est encore une bonne nouvelle, là, c'est au niveau du vandalisme. Alors, au niveau du vandalisme, depuis un mois, on n'a plus de cas de vandalisme à Sutton. Donc, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense en même temps que c'est le résultat beaucoup des interventions que nous avons faites, mais que la police, la Sûreté du Québec, on a travaillé beaucoup avec la Sûreté du Québec. Et dans le fond, sans entrer dans les détails, on a identifié presque une dizaine de jeunes qui avaient commis des actes de vandalisme. La Sûreté du Québec a rencontré ces jeunes-là en compagnie de leurs parents. Et donc, il y a des interventions qui ont été faites de ce côté-là. Donc, ça, je pense que c'est la bonne nouvelle depuis ce temps-là. Donc, c'est arrêté, c'est stoppé. Deuxièmement, pour les vols par infraction, la Sûreté du Québec nous a indiqué que ce ne sont pas des gens de Sutton, mais c'est un problème au niveau régional. Ça s'est passé dans plusieurs municipalités. Le modus vivendi était le même, là. Ils défonçaient non pas les portes arrière, mais les portes devant, entraient dans les commerces et cherchaient de l'argent et non pas pouvoir même voler des ordinateurs qui étaient disponibles. Ils ne touchaient pas à ça. C'est de l'argent qui était recherché. Donc, la police est en train à identifier donc, les personnes responsables de ça. Surveillance aussi accrue. Les gens me l'ont dit sur la rue que les gens remarquent que la Sûreté du Québec est beaucoup plus présente à Sutton. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous-même. On a eu des cadets qui ont aussi patrouillé le centre-ville, donc il y a eu beaucoup d'activités. Je pense, puis nous à l'heure actuelle, on a fait, je pense qu'on a distribué à l'échelle de la ville, en fait, toutes sortes de posters puis d'avis. Et on incitait les gens à venir à nous dire, parce que c'est vraiment un niveau de contrôle social. C'est le contrôle social qui nous permet de mieux gérer ça. Mais en même temps, il faut, je pense, être beaucoup plus prudent. On a demandé aux commerçants, entre autres, d'être plus prudents, d'installer des caméras et tout ça, parce qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de problème-là.
Mais je pense qu'on a bien réagi. On va faire au cours des prochaines semaines, on s'est engagé à faire des focus group avec les adolescents. On a 2-3 groupes d'adolescents avec qui on va discuter, parce que je pense qu'il y a un déficit d'activité pour les adolescents. On s'occupe beaucoup d'autres catégories de population, mais je pense que les ados sont difficiles à rencontrer. Alors, il y a des jeunes qui vont à Vincent Massé, à Cohensville, Vincent Vanier, pardon, qui vont finalement, c'est les jeunes eux-mêmes qui vont organiser des focus group, justement, pour qu'on puisse discuter avec eux des différents moyens qu'on pourrait avoir pour répondre beaucoup plus à leurs besoins. L'autre nouvelle que je vais vous donner, la quatrième nouvelle, c'est sur le ministère des Transports. La semaine dernière, on a rencontré le ministère des Transports à Sherbrooke, ministère régional, il y avait toute une belle équipe, et on a appris une belle nouvelle. Le ministère des Transports va refaire la rue principale et la rue Maple au cours des 2 à 3 prochaines années. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que nous, on est allé là avec une série de demandes d'apaisement sur la rue principale, de revoir, dans le fond, toute la notion de verdissement de la rue principale, la notion d'apaisement, la notion de mettre des stops, de regarder différentes possibilités, Maple, rue principale. Puis tout le problème aussi, de moment donné, de réparation des nids de poules qui sont faits en juillet. Alors, on a évoqué toutes ces questions-là. Valentin était avec nous, Thérèse aussi était présente. Donc, je pense qu'on a eu une belle réceptivité du ministère des Transports, puis on s'est entendu qu'on va travailler ensemble, puis qu'on est prêt à regarder avec des nouveaux yeux tout l'aménagement de la rue principale. Ce ne sera pas juste une question de changer le revêtement en asphalte, là, puis l'infrastructure. On va regarder la composition, qu'est-ce qu'on veut faire avec la rue principale. Donc, je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on avait aussi plusieurs autres dossiers à traiter avec eux, mais donc, je pense que c'est un départ avec le ministère des Transports, puis moi, on est ressorti de là, je pense, très positif par rapport à la réceptivité du ministère. L'autre point que je vais vous informer, c'est qu'on a ouvert aussi une discussion avec le CP. Le CP, je vous en ai déjà parlé, en fait, c'est sur Filtex. Parce que quand on veut regarder l'aménagement, ce qu'on va faire avec Filtex, là, ceux qui n'étaient peut-être pas ici ne le savent pas, mais l'emprise du CP va au-delà de la clôture qui est à la Filtex. C'est à peu près le tiers du terrain de Filtex qui est dans l'emprise du CP. Donc, ça appartient au CP. Si on veut utiliser une partie de cette emprise-là pour quoi que ce soit, nous, on a regardé la possibilité d'une route, faire déboucher dépôt, pine et tout ça sur le terrain de la Filtex. Donc, utiliser une partie de leur emprise, parce que de toute façon, on ne peut rien faire d'autre que sans leur avis. Donc, on leur a proposé ces projets-là. Et là, on a eu 2 rencontres avec eux, puis là, maintenant, on leur a envoyé un plan. Valentin, tu leur as envoyé un plan maintenant, utilisant, parce que, rappelle-moi, à partir de la voie ferrée, il faut un dégagement de 25 pieds, exactement. 25 pieds minimum. Et donc, ça va au-delà de la clôture actuelle. Ça empiète sur une partie du terrain. Donc, on a fait une proposition pour justement obtenir leur accord pour utiliser leur emprise. Donc, la balle est dans leur camp. La mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est IHR. Vraiment, je peux dire, je suis déçu. Vous ne pouvez pas savoir comment de la performance d'IHR, là. En passant, nous sommes dans notre 12e mois. Au mois prochain, ça va être la première année déjà. Ça il me semble que ça n'a pas l'allure, là, mais ça fait ça va faire 1 an au mois prochain qu'on a été élus. Puis je pense qu'à la première réunion, j'ai parlé d'IHR qui était important pour la municipalité d'avoir accès à Internet haute vitesse. Et vous dire comment je suis déçu de cette entreprise-là à plusieurs niveaux, je crois que la gestion de ce dossier-là est tout à fait pathétique. C'est pathétique. Il y a 3 semaines, il n'y avait que 5 des clients de Sutton qui étaient raccordés. J'ai demandé à IHR à ce moment-là de me donner la prévision au 30 septembre, parce que le contrat se termine le 30 septembre. Après le 30 septembre, IHR n'est plus payé par les gouvernements. Je leur ai demandé donc combien serait raccordé au 30 septembre. Je n'ai jamais reçu aucune information. Les clients à Sutton n'ont eu aucune information.
Vous l'avez peut-être vu sur Sotonami, les gens se plaignaient, finalement se demandaient, leur donnaient une chance jusqu'au 30 septembre. La plupart des gens n'ont reçu aucune information. Moi-même, comme client, je n'ai reçu aucune information. J'ai fait la demande il y a 1 an pour être accordé à IHR. Je n'ai reçu aucune information. 0 information. Toute la logistique est absolument pathétique, en fait, et on s'aperçoit que Sutton, au bout de la ligne, là, on n'a pas été desservi correctement dans ce dossier-là. Et en plus, on paye probablement une des parties de la caution plus importante que n'importe qui. On a 1,3 million du 7 millions qui est accordé par la MRC. D'ailleurs, la gestion par la MRC, je vais me le dire publiquement, là, parce que je leur ai dit personnellement aussi, la gestion de la MRC était pathétique dans ce cas-là. Nous n'avons à ce stade-ci, à ce jour, aucune information financière sur les résultats financiers de cette entreprise, une entreprise qui est une organisation sans but lucratif et qui nous raconte que pour des raisons concurrentielles, ils ne peuvent pas dévoiler finalement leurs états financiers. Je veux dire, moi, j'en reviens pas, là. Siégeant sur plusieurs compagnies privées, c'est quelque chose de transparent. À chaque 3 mois, à chaque trimestre, on publie des états financiers, puis on est en concurrence pas mal plus que IHR peut l'être. Je trouve ça inqualifiable, l'attitude qu'ils ont eue avec la MRC. Malheureusement, il n'y a aucun contrat, il n'y a aucun levier que la MRC peut exiger. Il n'y avait aucune exigence de ce côté-là, malheureusement. Donc, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient au bout de la ligne. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et ils n'ont pas communiqué adéquatement avec la population, puis avec la clientèle, ce qui est inexcusable en termes de gestion des affaires. Donc, je suis très, très déçu, d'autant plus qu'à chaque mois, j'encourageais les gens finalement à s'abonner à IHR. Et donc, pour moi, je veux dire, c'est inqualifiable, comme je l'ai dit, leur traitement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ne sont pas connectés, puis qui ne peuvent pas être connectés par Bell, Action, qui que ce soit, la solution qu'on nous donne, puis ça vient du bureau d'Isabelle Charret aussi, il faut s'abonner à Starlink. Starlink, là, c'est la compagnie d'Elon Musk, qui est des satellites dans l'espace, qui coûtent excessivement cher. Mais pour s'abonner à Starlink, bien là, je pense qu'on va en faire un communiqué avec donner l'adresse, parce que Starlink est une compagnie qui n'a pas de personnel. Personne ne répond au téléphone, il n'y a pas de service téléphonique, il faut passer par Internet. Donc, si vous n'avez pas Internet, ça va mal. S'abonner à Starlink, ça va mal. Et donc, par contre, le gouvernement du Québec a dépensé des millions pour permettre à Starlink de connecter les clients, donc ça ne coûte rien, il n'y a pas de coût de connexion. Et le gouvernement du Québec subventionne une bonne partie, mais pas la totalité, du tarif de Starlink. Donc, on va diffuser l'adresse Internet de Starlink pour ceux qui ne peuvent pas, donc, à date, avoir accès. On ne sait pas, comme je vous dis, si IHR va pouvoir donner des services encore à partir de cette semaine, à partir du 1er octobre. C'est ce qu'on va voir. Donc, très, 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 très déçu de cette entreprise, et je pense qu'au bout de la ligne, là, il va falloir regarder tous les moyens que nous pouvons avoir en termes de gestion de la caution. Voilà. Il y a une autre bonne nouvelle, mais on va venir par la suite, peut-être une des meilleures nouvelles même. Je vais laisser à Suzanne, pas tout de suite, Suzanne, je pense qu'on va passer par la période des questions, mais je te laisse après une des meilleures, une des très bonnes nouvelles de la semaine aussi. Oui. Une toute petite capsule culture. Je voulais remercier Nicolas Landry, qui est un pêcheur et un conteur des Îles-de-la-Madeleine, qui nous a fait tout à l'heure un conte, ici en collaboration avec la Réserve naturelle et grâce à la participation de Catherine Chagnon. Alors, c'est vraiment le fun de vivre dans un village où tu t'en viens à une réunion municipale et tu arrêtes pendant 1 heure écouter un conte. Merci. Parfait. Donc, période de questions. Qui veut venir au micro? Qui veut vous avancer, vous donner votre nom? Oui? Oui? Désolé de vous couper dans votre élan. On aurait des réponses aux questions non répondues. Excusez, l'émotion m'en part. Donc, ce que je voulais dire, oui, M. Maurice Richard nous a demandé la semaine, pas la semaine, mais le mois passé, concernant le lampadaire au coin de Maple et là,
aide-moi si je me trompe, Domaine Sutton et Bernier, entre autres. En effet, bon, le lampadaire a été retiré. Non, on n'a pas communiqué avec la MTQ. Le retrait du lampadaire a été fait à la demande de Bell, qui remplaçait son poteau. Et depuis, il n'y a plus de fil électrique qui nous permet de brancher un nouveau lampadaire ou celui qu'on avait. Et comme vous savez, actuellement, on est en train d'analyser tous les lampadaires sur le territoire de la ville. Donc, avant de mettre un lampadaire et de demander à Hydro-Québec de tirer un fil, on va attendre que ça fasse partie là, de l'étude globale et autres, et de voir qu'est-ce qui doit être installé à cet endroit. Parfait. Est-ce qu'il y en a un autre? Question non répondue? Non, c'était la seule de mémoire. Laissez-moi juste 5 secondes, je vais revérifier, mais c'est celle que j'ai retenue. Parfait. Monsieur, vous pouvez vous Mais annoncer. oui, c'est la seule que j'ai. Parfait. Monsieur. Bonjour. Je m'appelle François Foy, j'habite au 108 chemin de la Vallée, ici à Sutton. Oui. Je voudrais vous parler du pickleball. Ah, oui. J'ai préparé un dossier que je voudrais déposer. Bon, je peux parler fort ou c'est parce que ça doit La être batterie est à terre. Premièrement, qu'est-ce que c'est le pickleball? Est-ce que je sais que Mme Graham connaît ça un petit peu? Mais à part ça, c'est un sport qui s'apparente au tennis. En fait, laissez-moi recommencer. Ma demande officielle, c'est que je voudrais qu'on puisse jouer au pickleball à Sutton. Présentement, c'est pas le cas. Le pickleball, c'est un sport c'est le sport qui a la croissance la plus rapide en Amérique du Nord depuis quelques années. C'est extrêmement convivial. Ça se joue sur un terrain d'une dimension, un terrain de badminton, un terrain à la hauteur de terrain de tennis avec une raquette qui semble un petit peu une raquette de ping-pong avec une balle dure en plastique. C'est un sport qu'on soit plus âgé, les jeunes, tout le monde peut jouer ensemble, tout le monde y trouve son compte et c'est la folie furieuse. Comme je vous disais, il n'y en a pas à Sutton. Fait que présentement, ce qu'on doit faire, c'est aller à Bromont ou à Lac-Brome. Lac-Brome ont 3 terrains dédiés de pickleball au Parc des Lions. À Bromont, ils ont 6 terrains sur la patinoire à l'Arena. Ils sont en train de bâtir 4 terrains à part qui devraient être prêts incessamment. Le problème, c'est que Bromont limite son membership à 200. Il y a un club de pickleball, il limite à 200. Lac-Brome limite à 130 et les clubs sont pleins. On a réussi à s'inscrire cet été, Louise et moi. Malheureusement, la limite on a joint la limite et il y a plusieurs de nos amis qui n'ont pas pu s'inscrire. On est un petit peu maniaque, les gens deviennent accros assez vite. On a joué au courant de l'été, on a joué au moins une moyenne de 5 jours par semaine. C'est-à-dire que 5 jours par semaine, on se déplaçait à partir de Sutton, aller à Bromont, des allers-retours. Ce que j'ai déposé, j'ai un petit peu d'informations sur ce que je viens de dire. On a une liste de 30 résidents. Ça, ce sont des résidents qu'on connaît, des amis qui jouent au pickleball. Mais je suis sûr qu'il y en a bien d'autres qu'on ne connaît pas. Et puis, on a aussi parlé, depuis cet été, on a rencontré Mme Charlotte Jacques. Apparemment, elle est en train de monter un dossier. Elle va présenter des chiffres pour le budget de 2023. Fait qu'on voulait simplement mettre ça, en parler au monsieur le maire, les conseillers et conseillères, pour que ce soit sur la place publique. C'est à peu près ça. Je ne sais pas Parfait. si... Non, mais je sais qu'il y a un engouement actuellement pour... J'ai été surpris d'ailleurs de constater que maintenant, à Bromont, malheureusement, ils refusent finalement les citoyens de l'extérieur de Bromont. Alors, je vais parler au maire de Bromont, sûrement, qui est un collègue. Mais oui, effectivement, puis on a regardé la possibilité, même quand on a gagné le défi participation, c'était une des solutions aussi. On va le regarder aussi dans le budget participatif. Là, il y a plusieurs solutions. Donc, effectivement, on va analyser, puis on comprend que c'est un besoin. Tout à fait. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que c'est un sport qui se pratique nécessairement à l'extérieur ou ça peut être extérieur comme intérieur? Excellente question, parce que je ne voulais pas nécessairement aborder le sujet, mais c'est ça. L'été, c'est surtout à l'extérieur, l'hiver à l'intérieur. Ce qui se passe à Bromont cet hiver, avec le nouveau vélodrome, ils ont 6 terrains qui vont avec des lignes de pickleball.
Fait qu'il y a des plages horaires qui sont disponibles. Malheureusement, la ville de Beaumont a loué certaines de ces plages-là pour ses résidents. Puis ça leur coûte 20 $ pour louer tout l'hiver. Il y a aussi la ville de Shefford qui a loué 2 plages par semaine. Puis il restait de la place. Louise et moi, on s'était inscrits. Fait qu'on va être capable d'y aller comme non-citoyen de Shefford, mais avec l'endossement de Shefford. L'an passé, on est allé à l'école de Sutton ici parce qu'ils ont 3 terrains qui sont tracés. Malheureusement, c'est loué à l'hiver, pour l'hiver au complet, par le club de badminton, je crois. Puis quand j'ai parlé, justement, on en a parlé à Mme Jacques cette semaine, ça a l'air que c'est un système d'ancienneté. Fait que tant qu'ils ne surrender, tant qu'ils ne laisseront pas de terrain, on n'a aucun espoir de louer. Mais effectivement, à l'intérieur et extérieur, les balles sont différentes, parce que à l'extérieur, le vent fait que les trous sont un petit peu plus petits, la balle est un peu plus pesante. À l'intérieur, ben, il n'y a pas cet effet-là. Mais à part ça, oui, c'est un comme l'autre. Ouais. Parfait. Donc, on va en tenir compte. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Donc, je ne sais pas s'il faut que je parle votre fort, nom. s'il faut que je parle dans le micro. Donc, Patricia Lefebvre, résidente du noyau villageois dans le secteur desservi par Mme Graham. Je reviens sur la question du logement abordable, même s'il y a eu toute une consultation là-dessus, parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas tout à fait bien compris, et il y a encore des choses que je n'ai pas tout à fait bien compris. Donc, en lisant plus sur le sujet, je me suis rendu compte qu'au final, autoriser la location à court terme dans des résidences principales, dans un cas comme Sutton, ça veut dire autoriser la location à court terme partout, puisque c'est à peu près impossible dans la définition actuelle de la loi de distinguer si c'est une résidence principale ou si c'est une résidence secondaire. Et donc, ça a quand même des implications majeures pour Sutton. Fait que je voulais juste rapporter ce point-là, de reconsidérer finalement les propositions en tenant compte de ça. La deuxième chose, en faisant des recherches, c'est qu'à Montréal, il y a eu une étude qui a été faite assez exhaustive et les résidences illégales étaient à peu près 10 fois plus nombreuses que les résidences enregistrées. Donc, les présentations qui nous ont été faites, c'était vraiment sur les gens qui s'étaient enregistrés légalement. On ignore combien il y en a qui sont illégaux, mais il y en a probablement beaucoup plus. Puis, ma question, parce que c'est le truc que je ne comprends pas encore, c'est si le règlement, y a possibilité d'interdire dans certains secteurs de la municipalité la location à court terme, que ça soit une résidence principale ou pas. Mais il y a une histoire de date, c'est-à-dire que jusqu'au 25 mars, je pense, on peut le faire. Est-ce qu'il faut faire un référendum si on l'interdit avant le 25 mars? Est-ce que la possibilité de référendum est après le 25 mars? Puis ça, c'est ce que j'ai pas bien compris, là, et que j'aimerais comprendre mieux. Mais sinon, ma demande, c'était vraiment, s'il vous plaît, de considérer que dans une situation comme celle de Sutton, autoriser partout la location à court terme dans une résidence principale, ça veut dire autoriser partout la location à court terme sans contrainte. Parce que le règlement sur les usages conditionnels, c'est super intéressant pour certains secteurs, là, mais pour ça, il faut l'interdire pour commencer. Oui. Voilà. Mais moi, Jonathan va pouvoir répondre à la deuxième partie, mais la première partie de la question, c'est qu'on est quand même capable, nous, de déterminer une résidence principale et secondaire. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, parce que si tu regardes l'analyse qui a été faite, on est capable de voir le nombre de résidences, ceux qui sont accrédités, lesquels sont des résidences principales, lesquels sont des résidences secondaires. Ça, c'est facile pour nous de le faire au départ. C'est-à-dire que pour le moment, c'est facile, mais ce que je veux dire, c'est que n'importe qui, on le sait là, parce que j'ai vécu ça en voulant pratiquer des tarifications pour les résidents principaux, en tout cas... n'importe qui peut décider que son chalet est une résidence principale. Et dans la loi, actuellement, de la façon que c'est écrit, c'est assez flou. Une résidence principale, c'est celle où on concentre l'essentiel de ses activités. Sachant qu'à Sutton, il y a une vaste majorité maintenant de personnes retraitées. En toute bonne foi, quelqu'un qui navigue entre sa résidence de Montréal et sa résidence de Sutton pourrait décider que sa résidence principale devient secondaire. Sur mon petit morceau de rue de la rue Mountain, entre la rue principale et la rue Grenier, il y a une vingtaine de résidences. Et actuellement, il y a une des résidences qui a été affichée et vendue en tant que chalet sur 20 résidences
qu'il y a sur mon petit bout de rue, là, il y a 3 résidences qui ne sont pas occupées, qui sont utilisées comme des résidences secondaires finalement. Là, je ne parle pas de location à court terme, mais ce que je veux dire juste, c'est que ça me semble, c'est abominable, c'est abominable. C'est vraiment très triste. C'est très très triste quand tu habites sur un petit morceau de rue, puis que tu as une grosse maison avec 2 logements dedans, personne. Puis si c'était comme de la location à court terme, ça serait encore pire. Fait que ce que je veux juste vous demander, c'est vraiment de tenir compte de ça. C'est que n'importe qui, parce que tu n'as même pas besoin de le dire à Revenu Québec. Tu peux considérer à Revenu Québec que ta résidence principale est à Montréal et décider que ta résidence principale, néanmoins, est à Sutton. Fait que c'est comme un peu, en tout cas, suivant la loi, suivant ce que j'ai lu, là, c'est un peu abscon, là. Mais je comprends. Ouais. Puis ça a été mentionné beaucoup à l'autre réunion. Mais en même temps, moi, je pense que c'est marginal, personnellement. À partir des recherches que nous avons faites, c'est pas tout le monde qui va commencer à modifier sa résidence principale par sa résidence secondaire par résidence principale, juste pour des raisons financières de Airbnb. On a 12 personnes qui le font actuellement dans le village. Donc, c'est quand même minime. Je ne compte pas les illégaux potentiellement, c'est certain. Oui. C'est ça, mais je comprends, mais ce que je me dis, c'est que ce qui est marginal aujourd'hui peut devenir moins marginal. Fait que mais effectivement, puis on va regarder, il y a des solutions à ça, dont une des solutions qui est mentionnée dans le rapport plus exhaustif là, sur le contingentement. Une municipalité peut contingenter le nombre de résidents, le nombre de locations à court terme dans une zone. Ça, c'est une des choses qu'on va regarder. Mais la question que je me posais, après avoir lu, peut-être pas assez tout en détail, là, mais c'est que j'avais l'impression que le contingentement, ça s'appliquait pour la résidence de tourisme. Et pour contingenter, pour mettre des conditions, c'est ça que je voudrais savoir, parce que le contingentement, est-ce qu'on va pouvoir contingenter la résidence, la location à court terme dans une résidence principale si c'est autorisé partout sans condition? Est-ce qu'on certaines municipalités l'ont fait. Dans plusieurs municipalités, ils l'ont même interdit pour les résidences principales ou contingenté pour le nombre de... Donc, il y a toutes ces possibilités-là, mais c'est ce qu'on va analyser au cours des prochaines semaines. Oui, Linda? Parce que je crois qu'il y a un point important qu'on n'a jamais mentionné, je crois, M. le maire, c'est le fait qu'en ce moment, selon le gouvernement provincial, tout le monde peut utiliser leur résidence principale comme, pour les fins de location à court terme. Et puis, on s'est dit que, OK, en principe, on va rester comme ça. Mais cela ne veut pas dire que dans le futur, si on trouve que, oh mon Dieu, maintenant ça ne fonctionne plus, qu'il y a des nuisances, que ça déborde, on a toujours la possibilité, n'est-ce pas, avec un processus référendaire, de dire, OK, dorénavant, par exemple, ça va être interdit dans le noyau villageois, ou ça va être interdit ici, ou ça va être interdit là. Donc, le fait qu'on dit, OK, pour l'instant, on va laisser faire, c'est comme status quo. Oui, vous pouvez utiliser vos résidences principales comme pour les fins de location à court terme. Ne dit pas du tout que ça va rester toujours. C'est un point de départ, parce qu'on a vu les plaintes qu'on a reçues. C'est rare que c'est les plaintes causées par les résidences principales, parce que les voisins connaissent les voisins. Donc, juste pour dire que on peut améliorer et on peut voir comment ça fonctionne dans le futur. Merci, bon point. Jonathan, tu veux parler du processus? Oui, c'est ça, très rapidement, pour enchérir sur ce que Mme Graham dit. Oublions pour le moment la date du 25 mars. Si quelqu'un veut interdire, ou en tout cas restreindre la location principale, la location dans une résidence principale, la location à court terme dans une résidence principale, il y a un processus référendaire de registre particulier, simplifié, associé à ça. Donc, un peu comme un changement de règlement de zonage. Il y a des procédures. Cette procédure-là, elle est simplifiée pour tomber plus vite dans les registres et ultimement dans le référendum s'il y a lieu. La date de mars est uniquement pour les villes qui, actuellement, ont déjà une réglementation en vigueur, avant l'entrée de la loi, finalement, là, en vigueur pour l'interdiction de la location à court terme dans une résidence principale. Et le gouvernement leur a donné, on pourrait dire, un délai de dire, d'ici mars 2023, votre règlement va être en vigueur,
Mais en mars 2023, si vous n'avez pas réadopté ce règlement-là ou un nouveau selon la procédure simplifiée, votre règlement va tomber. Et donc, à partir de mars 2025, ceux qui ont déjà un règlement qui interdit la location à court terme en résidence principale, s'ils ne réadoptent pas la procédure, leur règlement avec la procédure simplifiée, leur règlement va tomber, puis il n'y aura plus d'interdiction. Mais dans tous les cas, que ce soit aujourd'hui, depuis l'adoption de la loi puis l'entrée en vigueur, que ce soit aujourd'hui ou demain ou après le mois de mars, on est en mesure d'interdire ou de régir, en tout cas, avec une procédure simplifiée. Fait que la date, dans le cas de la ville de Sutton, la date de mars 2023 n'a pas d'importance. Mais, excusez-moi, il me semble qu'actuellement, dans notre réglementation de zonage, on n'a pas le droit. Actuellement, dans notre réglementation de zonage, on n'a pas le droit. Et ça, c'était comme le premier point. Puis le deuxième point, c'est juste que c'est toujours plus facile de rouvrir que de fermer. Ouais. Tu sais, ce que je mentionnais à la consultation publique, c'est qu'on partait d'une situation où dans le règlement de zonage, je ne parle pas de la politique, mais dans le règlement de zonage, on était extrêmement restrictif. Là, on va adopter une réglementation. Tu sais, si on est extrêmement ouvert, c'est toujours plus difficile de refermer que d'ouvrir. Je vous dirais que simplement que oui, mais la résolution qui a été adoptée, qui a annulé la politique, vient dire que la résidence principale, telle que permis par la loi, est permis par la ville. Donc, on s'est dès l'adoption de la politique, connecté sur la loi au niveau des résidences principales. Puis on a dit, pour les résidences secondaires, il y a un vide, là, mais on va assimiler ça à ce qu'on appelle l'usage C507, là, gîte, et etc. Là, la proposition sur la table, c'est de dire, il y aura un nouvel usage et voici où il sera permis, voici où il sera interdit, voici où il sera permis suite à un usage conditionnel. Parfait. Madame. Diane Duchesne. Je vais juste apporter un point là-dessus. Je ne sais pas, Airbnb, au début, c'était, je pars en vacances 2 semaines, je vais louer ma maison 2 semaines, puis je vais louer une maison dans un autre pays. Ça se faisait avec les résidences principales. Là, on veut interdire aux résidences principales, mais juste secondaires, on ne pourrait pas faire le contraire? On ne veut pas interdire aux résidences principales. Actuellement, la proposition, c'est d'accepter les résidences principales partout sur le territoire qui peuvent faire de la location à court terme. OK, mais ce que Patricia dit, là, non, mais... Dans une municipalité telle que Sutton, c'est très difficile de faire la distinction. Ouais. C'est ça. N'importe qui a une résidence secondaire peut dire que c'est sa résidence. Bon. Mais puis, je suis convaincu, à moins de preuves, que c'est marginal. Oui, puis, Monsieur le maire, si, en effet, la définition de la loi sur la résidence principale, puis vous l'avez bien dit, là, Mme Lefebvre, entre guillemets, cellule familiale, là, où on fait nos activités, là, c'est pas... mais l'interprétation de la CITQ et du gouvernement, puis toutes les formations que j'ai eues sur le sujet, c'est, entre guillemets, là, c'est quoi qui est écrit sur ton permis de conduire. Fait que si sur ton permis de conduire, c'est écrit Montréal, fais le changement de ton permis de conduire, puis viens dire que c'est à Sutton. Fait qu'il y a quand même et ça a le même impact au niveau fiscal rendu là, parce que ta maison secondaire étant à Montréal, l'impact fiscal de la maison à Montréal, la journée que tu vas la vendre, versus la maison à Sutton, fait que ça peut être marginal, là, ça peut... mais oui, c'est pas la définition la plus claire, mais l'application est basée... Je mets ça gros, là, mais c'est quoi qui est sur le permis de conduire, c'est quoi la déclaration de revenus, c'est quoi l'adresse, c'est quoi la carte d'assurance maladie, c'est quoi l'adresse. De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne peut pas contrôler ça au bout de la ligne, là. Hein? C'est un... non, je sais. Puis, voilà. J'avais un autre point pour IHR, là. Oui. J'espère beaucoup que la Ville va se battre avant de payer la caution, parce que si on n'a pas sur notre territoire, ça serait bien Moses. Puis juste pour, peut-être que vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux, mais il y en a 2 citoyens qui vont être branchés à IHR cette semaine. Mais je n'étais pas sûr d'avoir vu la réponse à la fin, parce que c'était pas évident à la fin. Ouais. Bonsoir, Maurice Richard.
Pour les habitations abordables de Sutton, là, oui. Je ne suis pas tellement au courant du dossier. La contribution initiale de la Ville était censée être de combien? Initial de la Ville, c'était le coût du terrain. Je ne sais pas si tu l'as par cœur, Linda. Oui, ben je l'ai à portée de main. Donc, okay. Techniquement, c'était le coût du terrain à 101 000. Il y avait l'exemption de taxes, donc ça ne sortait pas des poches de la Ville, mais ça ne rentrait pas dans les poches de la Ville, sur 25 ans de 370 000. Puis à ça, c'est un 37 000 en argent. Donc, c'était 470 plus 37, un 500-ish, là. Environ 500 000. Et à ce montant-là, on rajoute 200 000. Oui, il faut faire attention. Là, le out of pocket, il y a seulement la partie du terrain plus. C'était un 101 000 plus 37, oui. Ouais. Puis là, j'essayais de compter mentalement, là, 18 logements, ça veut dire que ça revient à peu près à 450 000 pièces la porte. Je n'ai pas fait la mathématique, mais si vous le dites. 18 logements, là, 8,3 millions. Oui. Dans ma tête, ça donne à peu près ça, 450 000 de la porte. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est cher un peu? Est-ce que vous êtes allé aujourd'hui sur le marché de la construction, aller voir quel est le prix de la construction? Mais moi-même, j'ai construit quelque chose, puis quand tu fais attention à ton argent, tu peux faire beaucoup de villages avec des 100 000 pièces. Oui. Là, on gaspillait 450 000. Oh, attends, monsieur Richard, s'il vous plaît, commencez pas. Gaspiller, c'est un mot ici. On n'a pas besoin de ce genre de commentaires-là. Premièrement, ce n'est pas la Ville comme telle. Il y a une organisation qui gère ça. Jusqu'à preuve du contraire, ils gèrent ça correctement, à moins que vous pensiez, si vous pensiez ça, c'est votre problème. Mais moi, je dis, c'est pas la Ville, premièrement. La Ville, nous, on a contribué, on veut des projets abordables. On pense que l'investissement actuellement que nous décidons, que nous allons présenter aujourd'hui du 200 000 est quelque chose qui est justifié. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais n'allez pas dire que c'est gaspillé. Non, mais je m'excuse, mais ça, je vous arrête tout de suite, là. Arrêtez de dire des choses comme celle-là. Le coût aujourd'hui, si vous regardez le projet du CAB aujourd'hui, vous savez c'est combien? C'était dans les journaux, là. OK? La rénovation du CAB, c'est 1,5 million et and counting. Hein? Alors, malheureusement, le coût actuellement de construction, avec les pénuries de main-d'œuvre, pénuries de matériaux et tout ce que vous voulez, c'est exponentiel. Malheureusement, c'est exponentiel. Et c'est ce que j'ai dit. Souvent, ce projet-là a été refusé par la population. Il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues. C'est ça qui arrive à un moment donné quand on tarde à prendre des décisions. Ensuite, une autre question. Bon, vous avez rencontré les MTQ. Vous avez dit qu'il était pour faire la réfection complète de Maple et principale. Ils vont faire la réfection, mais pas nécessairement en même temps. Okay. Sur 2 ou 3 ans. Okay. Mais la réfection de Maple, oui, ça part de la rue principale jusqu'au Mont-Sutton. OK. Puis avez-vous abordé la question de marché en sécurité sur Maple avec eux autres? Absolument. On a évoqué plusieurs éléments dont on va vous faire part éventuellement au cours des prochaines semaines. Parce qu'on va discuter collectivement de qu'est-ce qu'on veut comme infrastructure au niveau du transport. C'est ça, parce que c'est le temps de le faire, là, quand ils refont l'asphalte. Bien oui, c'est clair, c'est bien évident. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle là-dedans, puis ils nous ont demandé d'ailleurs si on avait besoin de refaire les infrastructures, puis la réponse c'est non, n'est-ce pas, Valentin? Que nos infrastructures actuelles sur la rue principale sont oui, les infrastructures souterraines. Oui. Souterraines, oui. Ensuite, pour la location court terme, bon, là, vous avez dit que vous avez retenu 3 points. Oui. Mais je pense que vous êtes toujours dans le champ à côté. Le problème avec la location court terme... Monsieur Richard, est-ce que vous pouvez, sincèrement, aujourd'hui, tout le monde est calme, là, pouvez-vous juste dire objectivement vos questions, s'il vous plaît? Ouais, parce que dans le champ, c'est un peu insultant, se faire dire ça. Le problème qu'il y a, c'est de la nuisance avec ça. Les gens, ils ne sont pas contre la location à court terme. Les gens, ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'il n'y a pas aucun contrôle. Puis vous dites, bien, c'est la Sûreté du Québec qui va s'en occuper, c'est Revenu Québec. Il faut que ce soit la Ville qui réglemente ces nuisances. Parce que la Sûreté du Québec, il y a un citoyen qui vous l'a dit, il les a appelés 3 fois dans la nuit, puis ils ont dit, on est allé, on lui a dit de baisser le son. Je peux vous dire que nous sommes très conscients du problème de nuisance. C'est pour ça que nous agissons à l'heure actuelle. Nous allons revoir d'ailleurs toute la question des nuisances, le règlement sur les nuisances l'an prochain.
Nous en avons fait beaucoup. On ne peut pas tout faire cette année dans la première année. Nous allons revoir toutes ces questions-là, mais il faut arrêter de penser que la Ville n'a pas les ressources en termes d'inspection, de contrôle, quoi que ce soit, d'aller régler les problèmes entre les voisins. C'est impossible de faire ça. Je ne vous promets pas, la Ville ne peut pas exercer ce contrôle-là. Le contrôle, je l'ai dit à la réunion, je vous le répète, le contrôle, d'abord et avant tout, c'est un contrôle social. C'est le contrôle des voisins. C'est le contrôle des voisins, à un moment donné, qui vont faire en sorte que, premièrement, ils vont pouvoir parler à leurs voisins. Premièrement, les informer des fois qu'il y a des parties. Puis moi, ça m'arrive, puis c'est correct de faire ça. Puis deuxièmement, c'est quand la personne ne veut pas comprendre puis qu'il y a des problèmes. On a eu des problèmes ici en fin de semaine au village, là. Bien, à ce moment-là, il faut appeler, puis c'est pas la Ville, il faut appeler la Sûreté du Québec. Il faut faire des dépositions, il faut faire des rapports. À partir du moment où il va y avoir 2 rapports écrits de la Sûreté du Québec dans la même année, on va révoquer les permis. On va demander à la ministre de révoquer les permis. C'est comme ça qu'on va contrôler ça, parce qu'on n'a pas une armée d'inspecteurs 24 heures par jour pour aller faire la job de contrôle. Ça, c'est clair. Ça, je le sais, mais moi, je vous ai suggéré de limiter le nombre de personnes. Ça, c'est important, ça. Mais parce que quand il y en a 8 personnes, le party n'est pas fort. Bon. Quand il y en a 25, là, ça part en peur. Si vous lisez le règlement, c'est indiqué que le nombre de chambres à louer, le nombre de personnes par unité, ça va être prescrit dans le règlement. OK. Une autre question pour les lampadaires. OK. Ma question, moi, en fait, je vais vous l'adresser à vous. Là. Oui. Moi, je n'avais pas posé une question spécifique sur le lampadaire au coin de Maple et d'Amen Sutton. J'avais simplement dit pourquoi il n'y a pas de lampadaire entre la rue O'Brien et Utopia. Ça, c'est plus qu'1 kilomètre. C'est ça qui était ma question. Je ne sais pas. Est-ce que Valentin ou Jonathan, tu peux répondre à ça? Oui, la réponse avait été donnée à l'effet qu'il n'y en avait pas et qu'il n'y avait pas d'obligation à en avoir non plus. C'est ce qui avait été dit par le passé. Bon, mais vous ne trouvez pas que c'est dangereux, ça, de ne pas avoir de lampadaire pendant 1 kilomètre? Bien, je pense qu'il y a plusieurs endroits où il n'y a pas de lampadaire, sûrement sur plus qu'1 kilomètre. Mais... C'est une situation que tu ne vois pas nulle part ailleurs. C'est un secteur, nous autres, tous les hébergements sont là, puis il n'y a pas de lampadaire, en tout cas. Autre question. Dernier point, toujours le dossier que je vais m'amener, le dossier des premiers répondants. OK? Vendredi après-midi, je descendais au village de chez nous, à 3 heures. Je croise la police qui monte avec les gyrophares. Pas longtemps après, Marc-Antoine Fortier monte à son tour. Je vais au couche-tard faire une commission, je ressors de là. L'ambulance qui était prise d'un bouchon de circulation qui ne pouvait pas passer. Le superviseur suivait, ne pouvait pas passer non plus. Après ça, un autre char de police. Là, je dis, Christy, qu'est-ce qui se passe là, pour que ça soit... Quand le superviseur se déplace, d'habitude, c'est grave. Là, je suis allé voir pour le fun. C'était grave, en passant. C'est ça. Bon, je suis allé voir, c'était au chairlift du 5 au Mont-Sutton. Est-ce que vous êtes obligé, avez-vous une question précise au lieu de relater? C'est un incident malheureux, effectivement, mais c'est quoi votre question? Bien, ma question, c'est que vous nous avez affirmé que le délai d'intervention des premiers répondants, c'était une moyenne de 6 minutes. OK? Moi, quand je suis monté là, ça faisait 35 minutes que l'appel avait été logé. Puis il y avait un PR qui me suivait en arrière avec son pick-up, avec ses Ford Fasher. Fait que lui, ça veut dire qu'il est arrivé là 35 minutes après l'appel. Ça, c'est-tu comptabilisé dans vos 6 minutes? Monsieur le maire, si vous permettez, oui. J'ai fait sortir les statistiques récentes et nous sommes à 7 minutes en moyenne d'intervention depuis le début de l'année. Depuis le changement, là, donc mars ou à peu près. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que je ne connais pas le détail, je ne connais pas le délai d'intervention. Moi, je le sais qui me suivait. Oui, mais là, attendez une minute, là. Parce que des fois, vous faites de l'anecdote. Oui, mais faites de l'anecdote. Moi, je vais demander d'abord et avant tout un rapport à l'administration pour qu'il nous donne le bon temps de réponse qui a été fait de ce côté-là. Puis malheureusement, c'est un incident malheureux, puis malheureusement, il n'y a pas eu grand-chose à faire au niveau de la situation, là. Alors, on va vous le donner, c'est transparent, on va vous donner le temps d'intervention, mais comme dit Jonathan, dans la moyenne actuellement, on est à 7 minutes, puis je pense qu'on a une très bonne performance. Puis aussi,
comme je l'ai dit aussi plusieurs fois, une grande satisfaction de tous les intervenants dans le domaine, en commençant par le CIUS, en commençant par les ambulanciers, en commençant par le personnel des premiers répondants, ici à l'Hôtel de Ville et tout le monde. Il y a une satisfaction totale là-dessus. Ben, moi, j'ai un autre son de cloche de bien des citoyens, mon cher monsieur. Je comprends, puis écoutez... Nous, ce qu'on vous a demandé, vous dites que vous êtes transparent. Oui. On vous a demandé de nous donner des détails mois par mois. Vous aviez fait ça au début, vous aviez fait le mois de mars, d'avril. Là, depuis ce temps-là, on n'a pas de nouvelles de rien. On a demandé ça, puis le DG nous a répondu, il dit, bien, vous allez avoir un rapport à la fin de l'année. Fait qu'un rapport à la fin de l'année, là, pour nous autres, c'est noyer le poisson, ça. Non. On aurait aimé savoir comment il y a d'interventions, Mais... combien il y a de premiers répondants qui se présentent aux interventions. C'est ça qu'on veut savoir. Oui. Pas savoir un rapport annuel général. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que le poisson n'est pas noyé. Pas du tout. Parce que le DG a dit... Le poisson n'est pas noyé, puis malheureusement, voyez-vous, il faut accepter une nouvelle réalité. Puis moi, ce que j'aimerais, là, c'est que vous soyez parmi les premiers répondants, prêts à faire les travaux de sauvetage et tout le reste. Ce serait la meilleure façon de voir ce qui se passe dans le territoire. Je vous l'ai dit, moi, je ne veux pas embarquer ce serait vraiment la meilleure façon. Je ne veux pas embarquer là-dedans parce que c'est tout croche. OK? Merci. C'est votre opinion. C'est votre opinion, mais je peux juste vous dire, M. Richard, elle n'est pas justifiée. Puis, au lieu de lancer des accusations comme ça, sans preuve, j'aimerais ça que vous puissiez justifier à un moment donné vos accusations. Marcel Suigny, pour M. Toutan. Tu sais que notre rue, c'est une rue. Il n'y a pas d'autre chose que là, dans ce rue-là. C'est un essentiel, cette rue-là. Il n'y a pas d'autre rue comme que la rue Allen. OK? Tu as compris un peu? Les vidanges, c'est revenu à la même place. Ça, c'est beau. Tu avais fait une bonne job. Débloque la rue débloquée, là. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Aller revenir. On se peut pas se garder une minute. Il faut faire attention. T'as pas vu les bateaux qui descendent là. Ils ne sont pas d'embarquer sur la grande rue. Il y a 2 bateaux qui viennent de la montagne. Je ne sais pas s'ils viennent, mais ils viennent de là. Comme je vous ai dit, je reviendrai dans l'automne avec ce problème-là. Là. Donc, on va s'en reparler d'ici 2 ou 3 semaines, je pense. Ouais, parfait. Ça s'en vient vite. Tu peux débloquer la rue anytime, là, puis ça va vraiment faire. Là, les vidanges sont venus à la même place. Le monde arrive, le bac brune, le gars vient, il revient de bord, il n'est pas affalé, il vient de bord, il s'en va. La ville fait la même chose, on ramasse une vidange, t'as pas de questions, j'ai averti les voisins, ça revient à la même place. Good, on va être correct. Là. Okay? Parfait. Merci. Merci beaucoup, parce que je pense que les travaux publics font le maximum à l'heure actuelle pour assurer le meilleur service. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour qu'on puisse passer à d'autres sujets? Monsieur, oui. C'est vous qui m'avez invité plus tôt. Alors, je prends allez-y. l'occasion. Je viens de réaliser pourquoi je ne serai jamais un élu. Mais vous allez manquer quelque chose dans votre vie, Ouais, je peux vous dire. Peut-être, mais je pense que je passerai sur Moi, je ne prendrai pas votre place, parce que je l'ai déjà faite, puis je trouve que c'est mieux ici, parce qu'on a plus de pouvoir décisionnel. Chacun sa vision. Oui. C'est Pierre Ladouceur. J'habite à Sutton depuis 5 ans, sur la rue Maple. Et puis, j'adore Sutton. J'adore Sutton, j'adore l'environnement, j'adore ma maison principale maintenant, qui n'a pas été mise en location encore, et qui ne le sera pas. Mais grande déception dernièrement, puis je l'ai mise à notre conseillère, Mme Leclerc, qui a très bien réagi, mais je voudrais juste l'officialiser un peu. Quand j'ai vu les 11 terrains à vendre juste au nord de Poisson, sur Maple, je savais que ça avait été vendu, je savais qu'il y aurait un projet, puis on ne peut pas arrêter le développement. Mais 11 terrains, c'est beaucoup pour ça. C'est un site qui est absolument fantastique. Ça introduit la montagne, c'est de la belle forêt qui va tout être détruite. Je trouve ça déplorable. J'entends ce soir les problèmes d'eau qu'on vit ici. Je réalise qu'il n'est pas dans le territoire protégé de la montagne. Je trouve que la ligne est drôlement faite, mais bon,
on pourra en parler. Ce que je demande, c'est une réunion pour en parler, pour voir quelle est la position de la ville sur ça. Oui. On me dit par le propriétaire que ça a été béni par la ville au nom de le plan de lotissement. Est-ce que ça veut dire construction? J'ai appelé le propriétaire de la construction, juste pour finir, le propriétaire de la construction m'a dit ce sera 11 terrains à vendre, unifamilial, duplex ou triplex, ce qui me fait réagir dans le Airbnb puis dans toute la location. Ça peut être n'importe quoi, je trouve. Et c'est pas le propriétaire, c'est chaque propriétaire qui va construire lui-même. Donc, on peut avoir différents styles, différentes couleurs, différents tout. J'ai peur, monsieur le maire. Pas vraiment. Mais je vous en ai parlé un petit peu. Là. La première chose, c'est que, oui, on va vous rencontrer. Ça c'est sûr, mais je vais vous donner quand même des indications tout de suite. OK? Parce que il y a un certain nombre, il y a un règlement, donc, de zonage et tout le reste qui permet ce genre de lotissement-là à l'heure actuelle. Puis le lotissement, comme il correspondait finalement au règlement de zonage et au plan d'urbanisme et tout le reste, donc avec ce qu'on a déjà à l'heure actuelle, ça a été autorisé. Maintenant, pas les constructions individuelles là-dessus. Ce que vous dites, c'est qu'effectivement, j'ai vérifié, puis ça va jusqu'au triplex. Effectivement, vous avez raison, c'est permis dans la réglementation actuelle. Toutes des choses qu'on va revoir, parce qu'on est en train de revoir le plan d'urbanisme là, à l'heure actuelle. Mais on est pris avec un plan, on est pris avec un plan à l'heure actuelle qui existe. Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, l'élément qui est important quand vous dites que les couleurs et tout ça vont être différentes, non, pas nécessairement, pour une raison, parce qu'il y a un PIA qui existe dans la montagne. Donc, un PIA, c'est un plan d'implantation architecturale et tout le reste. Donc, on détermine à l'heure actuelle, dans plusieurs endroits, on nous présente des projets, puis pour différentes raisons d'intégration architecturale, on a refusé plusieurs projets à date, des projets qui ne s'harmonisaient pas, par exemple, avec leur milieu bâti. Je vous donne un exemple, sur la rue principale, ici, on a refusé un projet multilogement de 3 étages à un moment donné parce que c'était en 2 maisons résidentielles unifamiliales. On a refusé ce projet-là. Ce soir, on va voir, on a refusé au comité d'urbanisme aussi un projet ici au village sur la rue Dyer, on va le voir ce soir aussi, pour des raisons d'intégration architecturale, où on demande de revoir finalement le plan d'intégration. Donc, les fenêtres, les couleurs, on va en parler ce soir. On a refusé des projets, donc, basés sur ces critères-là au bout de la ligne. Puis, ce qu'on a comme moyen, comme outil, c'est le PIA. Okay? C'est ce plan-là sur lequel on va pouvoir déterminer un certain nombre de choses. Maintenant, dans ce projet-là, ce qu'on m'a dit au départ, il y avait 16 unités. Donc, on a réduit le nombre d'unités. Il y a finalement, c'est arrivé jusqu'à 11. Maintenant, au dernier conseil, on a accepté finalement pour fin de parc. Il va y avoir 10 unités actuellement, mais il n'y a aucune autorisation sur chaque. Il faut que chaque projet soit présenté ici à la ville, puis il y a tout un mécanisme. Il faut que ça passe. Chaque projet fait par des propriétaires, il faut que ça passe devant le comité consultatif d'urbanisme et tout le reste. Merci pour les informations. J'aimerais avoir une rencontre avec les gens responsables de la ville pour pouvoir peut-être mieux le comprendre. Oui. Peut-être avoir un peu de consultation, parce que tous les citoyens à qui j'ai parlé alentour, il n'y a personne qui est heureux de cette nouvelle. C'est également des propriétaires de l'autre côté de la rue de Maple. Alors, ils ont un équivalent là aussi, qui, dans le moment, est protégé par la montagne, si je comprends la petite ligne pointillée. Ce terrain-là avait été vendu avant, puis la ville l'avait empêché de construire parce qu'il y avait un problème de pénurie d'eau. Et c'était des puits qu'ils étaient pour faire. Alors, quelle est la différence entre ce terrain-là et l'autre? Okay, mais là, on réglera ça dans un autre. Je ne vais pas prendre tout le temps. Non, mais parce que je ne vois pas nécessairement quel terrain, mais en tout cas, on pourra le regarder de façon avec des cartes et tout le reste. Non? OK. C'est pas une bonne nouvelle, M. le maire. Bien, pour vous, non, puis je le comprends. Je comprends. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, nous allons passer à la bonne nouvelle, quand même. Hein? On arrive à la trésorerie, au dépôt de l'état d'activité financière au 31 août et l'estimé au 31 décembre. Suzanne, puis on est content d'avoir Suzanne. Suzanne a passé une année difficile, puis on est content de le revoir. Puis, en plus, c'est une bonne nouvelle. Je te laisse le soin de présenter la bonne nouvelle.
Bien, merci, M. le maire. Moi aussi, je suis contente d'être ici, c'est chose certaine. Oui. Oui, nos estimés indiquent un résultat positif pour l'année financière 2021 qui va tourner aux alentours, avec les éléments connus à ce jour, de 1 million. Je vous dis bien, avec les éléments connus à ce jour, ce sont des estimés aussi, donc ça risque de changer d'ici la fin de l'année, dépendamment des décisions et des événements qui vont se produire entre aujourd'hui et le 31 décembre. Voilà. Donc, c'est une très bonne nouvelle, puis ça démontre aussi un effort de contrôle budgétaire qui a été fait par l'administration, tout en réalisant un nombre impressionnant de projets. Parce que si vous regardez toutes les réalisations qui ont été faites cette année, dans tous les domaines, on peut être très fier du résultat. Je pense que ça a été géré de façon extraordinaire. Je peux le dire à tous les niveaux. Travaux publics, entre autres, qui est une bonne partie du budget, à peu près 40 du budget ou à peu près, qui ont respecté le budget avec des difficultés, avec des contraintes, mais avec un taux de satisfaction remarquable. On a eu des félicitations un peu partout, puis dans tous les coins de la ville, de Glen Sutton en passant par Mont-Écho, on a eu des félicitations sur la façon dont on entretient les chemins en hiver, au printemps et en été. Je pense que c'était remarquable. Le service d'urbanisme, qui avait des dossiers en retard, puis tous les projets qui ont été faits avec les moratoires, on est en train de revoir le plan d'urbanisme. On a travaillé sur l'allocation à court terme. Il y a un travail extraordinaire qui a été fait par Claude et son équipe, Harry, qui est ici aujourd'hui. On n'avait pas les ressources nécessaires. Aujourd'hui, on est capable de répondre aux différents besoins. Je pense qu'on a fait un travail admirable, puis au niveau des loisirs, au niveau tous les services de la ville. Puis je pense qu'on fait... Moi, je peux juste vous dire, je suis ici chaque jour. Je trouve ça incroyable, le travail, la qualité du travail, mais la quantité de travail qui est effectuée par la direction actuelle de l'équipe de Pascal. Malheureusement, Pascal n'est pas ici pour recevoir les fleurs, mais il y a toute une gestion qui est faite de façon assez extraordinaire. Puis le résultat, finalement, aussi en même temps du contrôle budgétaire est là. Et ça, dans un contexte aussi où les ventes d'immeubles commencent à diminuer, parce que, en fait, il va falloir faire le budget qui va tout être un exercice, mais la prévision va se réaliser à toute fin pratique. Je pense qu'on va, en mutation immobilière, on va être près du million, ce qu'on avait estimé. Par contre, on voit déjà un ralentissement, puis on prévoit un ralentissement pour l'an prochain. On ne pourra pas toujours vivre sur le vieux gagné. Donc, c'est un peu grâce à cet argent-là aussi qu'on peut payer le 200 000 $ aussi au bout de la ligne, puis se donner une marge de manœuvre. Donc, félicitations. Et je pense que c'est un... Ouais, bravo à Suzanne et son équipe. Donc, c'est un dépôt. Nous avons besoin de... Même chose pour le rapport comparatif des activités financières. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire précisément? Non, absolument pas, mais encore là, si vous regardez la ligne, je parle aux membres du Conseil, le autre revenu, en août 2021, on avait 1 090 000 en revenus. Au mois d'août 2022, on a juste 882 000. Ça, c'est les mutations immobilières. Là. C'est vraiment ce revenu-là qui vient affecter cette ligne-là. Oui. Parfait. Donc, 9.3, c'est un autre dépôt, c'est les paiements effectués par les bordereaux de paix. Donc, ça a été regardé. Je sais que Linda a regardé ça attentivement, entre autres. Dépôt du rapport des dépenses autorisées, même chose. Et examen et approbation de la liste des comptes à payer. Est-ce que celui-là, est-ce qu'on a besoin d'un proposeur, n'est-ce pas? Oui. Qui propose second? Linda et Carole, donc. Seconde, 9.5. 9.6, c'est l'autorisation de paiement du deuxième versement de la contribution financière à la Corporation de développement économique de Sutton. Jonathan, le montant, je pense, c'est... 84 000. 84 000 donc voilà. Qui propose second? Thérèse et Allen. L'urbanisme, dépôt du procès-verbal du comité de démolition. Donc ça, c'est un dépôt. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la réunion du 6 septembre 2022. C'est un dépôt. Et le point 10.3, Harry, maintenant, ça va être à ton tour de nous parler du PIA, justement sur l'intégration architecturale sur la rue Maple. Oui, donc merci, M. le maire.
Donc, c'est le point 10.3, demande de PIA relative à la rénovation d'une résidence unifamiliale au 20 rue Maple. En gros, la demande elle vise le remplacement des parements extérieurs et des fenêtres. Pour ce qui est des parements extérieurs, on parle de Maybec blanc et de cèdre blanc. Puis les fenêtres, ça va être des fenêtres de même type, mais de couleur noire. La demande a eu une recommandation unanimement favorable lors de la séance extraordinaire du 6 septembre 2022. Il est donc résolu de recommander d'approuver la demande de PIA pour la rénovation de la résidence unifamiliale au 20 chemin Maple. Donc, est-ce qu'Alain et puis Marie-Josée, qui siègent au comité, vous proposez seconder? Oui. Sur tous les projets aussi, éventuellement? Donc, on pourrait y revenir. Pour accélérer le tout. Un autre projet PIA, justement, dans le secteur de la montagne, c'est pour vous indiquer que tout changement de modification doit être approuvé par un PIA dans le secteur de la montagne. Celui-là, c'est le chemin Bernier, au 113 chemin Bernier. Oui, 10.4. OK, mais moi, il manque. Il vous manque un petit bout. OK. Donc, c'est 10.4. 10.4, c'est le 471 chemin Parmenter, mais en effet, c'est bel et bien la rénovation extérieure du bâtiment principal. OK. Ça, c'est un projet intéressant parce que, justement, ce projet-là, en fait, au comité consultatif, avait été refusé dans un premier temps parce qu'on souhaitait qu'il y ait une modification au niveau des fenêtres, de la fenestration et tout le reste. Et finalement, en parlant avec les propriétaires et l'architecte, finalement, ils sont arrivés à une nouvelle proposition. Et ils nous ont félicités en même temps, en passant, ils nous ont envoyé une lettre pour nous dire que même si cette habitation-là n'est pas visible de la rue Parmenter, que finalement, on se préoccupait de la question vraiment d'intégration architecturale. Et donc, finalement, le projet a été approuvé à la dernière rencontre. Alors, vous proposez? Oui. Donc, Alain et puis Marie-Josée proposent. Projet, par la suite, 10.5, c'est un PIA sur le chemin Bernier, aussi sur un mur de soutènement. Harry? Oui, donc je vais prendre le relais. Merci, M. le maire. Donc, la demande consiste à autoriser la construction d'un mur de soutènement en pierre et l'aménagement d'une aire de stationnement sur le côté latéral au 124-126 chemin Bernier. Le terrain a une topographie particulière. Donc, ça nécessite des aménagements là, de déblais remblais assez importants, puis ça permet aussi de donner accès à la propriété. En fait, la demande, elle a eu une recommandation unanimement favorable lors de la séance extraordinaire du 6 septembre. Il est donc recommandé d'approuver la demande de PIA pour la construction d'un aménagement d'un mur de soutènement au 124-126 chemin Bernier. Marie-Josée propose, mais j'ai besoin d'un secondeur. Marc-André. Donc, c'est fait. 10.6, c'est un autre PIA sur le chemin Bernier. En fait... Oui, donc il s'agit d'une demande de PIA pour le remplacement de portes et fenêtres au 113 chemin Bernier. En gros, on remplace deux fenêtres existantes de même dimension, puis une porte également de même dimension. Par contre, on y va avec une couleur noire. Les travaux ont été entamés sans autorisation préalable d'un permis ou quoi que ce soit de la Ville. Donc, ça contrevient au règlement, là, puis les demandeurs sont sujets à un avis d'infraction. Voilà. La demande elle a obtenu une recommandation unanimement favorable du CCUDD lors de la séance extraordinaire du 6 septembre, puis il est résolu de recommander d'approuver la demande et qu'un constat d'infraction soit délivré au propriétaire pour les travaux réalisés sans permis. Voilà. Alors, on voit aussi qu'un PIA, justement, on peut jouer sur les couleurs, non seulement sur les couleurs, sur les formes, la volumétrie. Donc, il y a un ensemble de facteurs qu'on peut regarder à l'heure actuelle qui est à notre disposition. Marie-Josée et Thérèse, excellent. Donc, ça nous amène à un beau sujet aussi dont on discutait tantôt. C'est une présentation sur le projet sur la rue Dyer. Oui, donc merci. C'est une demande de PIA relative à la construction là, de 4 habitations multifamiliales de 6 logements sur le chemin Dyer. La demande consiste à autoriser la construction de 6 logements sur 4 lots contigus.
Puis, à travers l'analyse de la demande, il a été constaté qu'il y avait un manque de détails sur l'aménagement paysager, le type de végétaux, puis plus particulièrement là, dans la partie au nord du lot. Le secteur d'insertion il est localisé à proximité de l'entrée de ville, puis les aménagements qui ont été présentés n'assurent pas nécessairement le respect avec les caractéristiques du secteur d'insertion. Il y a également une proximité de volumétrie importante entre les bâtiments implantés. Il y a des bâtiments unifamiliaux là, adjacents au lot où la construction est projetée. Puis, il y a un écart de volumétrie entre la densité des bâtiments implantés et ceux des bâtiments voisins, je viens de le dire. Pour toutes ces raisons-là, la demande a obtenu une recommandation unanimement défavorable lors de la séance extraordinaire du 6 septembre. Puis, il a été recommandé de refuser la demande de PIA et de demander aux requérants de réviser les aménagements, l'architecture et la volumétrie des bâtiments projetés afin de favoriser une meilleure intégration dans le secteur d'insertion. Alors, ce projet-là est situé géographiquement près du foyer de charité, à côté de l'église et du presbytère à toute fin pratique. C'est au tout début presque du chemin Dyer. Et donc, ce qui a été dit aussi, c'était demander aux promoteurs et aux architectes de revoir, puis de voir quelle pourrait être une meilleure utilisation de l'ensemble du terrain, parce que si vous voyez, là, peut-être que tu peux le montrer, Jonathan, là, le terrain est quand même assez grand, puis je pense qu'il y a une espèce de carrière aussi. Donc, au lieu d'avoir seulement 4 bâtiments en frontage, finalement, d'essayer d'utiliser plus le maximum du terrain, de répartir finalement, puis d'avoir une volumétrie moins imposante à l'entrée du village. Et d'essayer de travailler aussi l'esthétisme, parce qu'on a d'autres projets qu'on voit à l'heure actuelle dans lesquels il y a vraiment une tentative d'amélioration énorme de l'esthétisme de ce genre de bâtiment-là pour que ce soit plus un reflet de la ruralité de Sutton. Donc, le projet, finalement, on a demandé de retourner un peu à la table de dessin pour nous revenir avec d'autres projets. Est-ce que tu vas demander le vote? Oui, on va demander, c'est ça, mais je voulais juste savoir. Oui. OK. Donc, qui propose les secondes? Moi, je propose le refus. Proposer le refus, qui seconde? Seconde. Carole, seconde. Je pense que Linda, tu veux demander le vote, puis expliquer pourquoi. Oui, avec plaisir. Excuse-moi. Alors, donc, ce soir, je demande un vote parce que ce dossier met en lumière des questions importantes qui, selon moi, nécessitent une délibération publique du Conseil, qui est le but d'avoir le Conseil devant le public. J'ai actuellement l'intention de voter contre cette résolution, qui est bizarre, car je ne suis pas favorable à la forme du projet tel qu'il est présenté. Cependant, et je cite, « Le Conseil municipal a l'obligation d'évaluer les plans soumis en tenant compte seulement des critères prévus, de sorte que le citoyen ou le promoteur connaisse à l'avance les objectifs fixés et les critères applicables. À mon avis, les objectifs et les critères de ce PIA qui appliquent à ce projet sont trop vagues. La conséquence, comme nous le voyons ici, c'est qu'il est très difficile pour les promoteurs de savoir ce qui est acceptable et très facile pour le CCUDD ou le Conseil de refuser un projet sur la base des facteurs qui ne sont pas clairement indiqués dans le PIA. Le Conseil a adopté ce niveau PIA en mai de cette année pour, entre autres, la construction des bâtiments de 4 logements ou plus sur l'ensemble du territoire. L'objectif général est excellent, soit d'assurer la bonne insertion de nouvelles constructions et vérifier leur apparence et leur intégration architecturale. Je suis cependant de plus en plus préoccupé par les faits de l'introduction de cette PIA dans sa forme actuelle. Je suppose que la majorité de mes collègues vont voter en faveur de cette résolution, donc cela veut dire de refuser la demande. Ça sera donc le deuxième projet de logement locatif présenté au Conseil depuis l'introduction du nouveau PIA et le deuxième à être refusé.
ce qui représente un total de 36 appartements locatifs proposés. La marque du succès de ce PIA ne devrait pas être le nombre de projets refusés, mais plutôt le nombre de projets acceptés, des projets qui sont développés et acceptés parce qu'ils répondent à des objectifs et des critères clairement identifiés. Je crains que les nouvelles constructions de logements soient considérées comme une menace pour notre communauté, plutôt que comme une opportunité de fournir plus de logements. Ce ne sont pas les nouvelles constructions qui menacent Sutton, mais plutôt le manque de logements, et surtout de logements locatifs, comme vous avez bien mentionné au début de la séance, Monsieur le maire. J'espère bien que mes commentaires inciteront donc le CCUDD, le Conseil et notre service d'urbanisme à revoir ce PIA et à envisager comment il pourrait être amélioré pour encourager positivement le type de nouveau développement dont nous avons tant besoin ici à Sutton. Merci. Qui veut intervenir? Carole? Merci, Merci, Linda, de ton point de vue. J'en ai un différent. Ce qui est refusé, c'est la proposition actuelle. Ça ne veut pas dire que le Conseil ou les gens qui l'approuvent refusent la construction de logements. On leur demande tout simplement de réviser certains plans ou aménagements ou intégrations. Alors, ça, à mon sens, le PIA permet de faire cette demande. Alors, moi, on le dit maintenant, Jonathan? Comme je vote tu veux, pour. mais... OK. Marie-Josée? J'aimerais dire un mot également. Je suis d'accord avec... D'abord, merci, Linda, de nous présenter ton opinion. Mais j'approuve ce que Carole vient de mentionner. On n'est pas contre au CCU, en tout cas, puis moi-même, personnellement, je ne suis absolument pas contre le développement de logements à Sutton. Je sais très bien qu'on a besoin de logements, mais l'intégration dans le secteur doit être considérée. Et puis, il y a moyen de réviser l'implantation de ce type de bâtiment-là sur le lieu qui est visé. Je pense que ça peut juste améliorer les choses et ça va permettre de conserver le caractère plutôt rural du secteur. Oui, Alan? Je vais juste rajouter mon opinion, où évidemment, nous siégeons ensemble, Marie-Josée et moi, sur le CCI. Et nous avons pris cette décision-là de façon unanime. Et je veux remercier Linda aussi quand même. Je pense que c'est très important d'avoir ce genre de débat et ce genre de considération de ce qu'on veut. Moi, là, je vais parler de façon très personnelle. Je reste encore sur ma faim sur le grand débat qu'on doit avoir sur qu'est-ce qu'on veut de Sutton d'ici 20, 25, 30 ans. On n'a pas vraiment défini cette vision-là. On a entamé un processus, et je félicite M. le maire et l'administration, nous rêvons Sutton, mais c'est un processus qui n'est pas terminé. Et on doit décider qu'est-ce qu'on veut de Sutton. Maintenant, je vais vous parler de ma campagne. Je me suis lancé à la dernière minute dans la campagne électorale, mais j'avais des opinions très fortes. Et mon opinion, c'était que moi, je suis résident de Sutton. Ma famille a acheté leur maison en 1966 ici, et moi, je suis résident permanent depuis 1975. Alors, ça fait longtemps que je suis ici. Et moi aussi, j'adore Sutton, j'adore la ville, mais je trouve que la ville change et change de plus en plus rapidement. Et j'ai l'impression que ce changement manque de vision, qu'on n'a pas vraiment déterminé comme société qu'est-ce qu'on veut de notre ville. Moi, ce que je veux, et je l'ai dit pendant ma campagne électorale, je veux préserver le caractère rural, je veux préserver l'agriculture, je veux préserver
l'architecture, le sentiment de loyalisme, Nouvelle-Angleterre. Et je ne veux pas que ça devienne, dans ma lecture du développement, ce qu'on appelle un exurbe. Je ne connais pas de mot en français pour ça, mais le concept, c'est que c'est quelque chose qui est un peu plus reculé que la banlieue, mais qui n'est plus la campagne. Et je ne veux pas, personnellement, ça pour Sutton. Et je pense que ça, c'est un débat qu'il faut avoir. C'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde. Et entre-temps, je suis très conservateur sur ce que je veux approuver. On est contraint par des règlements, par des droits acquis, par toutes sortes de contraintes administratives, et je respecte ces contraintes. Mais ceci dit, pendant ma campagne électorale, encore une fois, et dans mes discussions avec les citoyens, je n'ai jamais eu quelqu'un, il n'y a pas une seule personne qui m'a approché pour dire qu'ils aimaient la partie sud de la route 139. Et ce que nous avons vu au CCU, quand on a vu ce projet-là, c'était un peu une répétition de la 139. C'était un peu du couper-coller. C'était pas quelqu'un qui habitait ici, qui voulait conserver le sentiment rural. Donc, j'appuie un peu ce que Linda a dit, que je ne suis pas contre la construction, mais je veux que la construction soit vraiment à low impact, que ça soit quelque chose qui nous amène en douceur à la campagne, et de la campagne, ça nous amène en douceur à la ville. Et donc, ça demande toute une réflexion. Et Linda a tout à fait raison quand elle dit que cette vision, ce n'est pas clair encore. On est en train de la développer. Ça crée une tension, ça crée des problèmes, mais c'est certain que moi, je ne pourrai jamais voter en faveur d'un projet comme ça, qui pour moi ne cadre pas du tout avec l'esprit de petite ville de campagne, qui ne cadre pas du tout avec le genre de village que moi, j'ai fait la campagne pour préserver. On va voir à la fin de Revon-Sutton, on va voir à la fin de notre nouveau plan stratégique, on va voir où on termine. Mais actuellement, nous sommes juste à la fin de notre première année. Je suis très fier des actions de notre conseil, de notre administration, mais je trouve que ce genre de construction est un affront à tout ce que moi je valorise dans ce village. Alors je respecte beaucoup ce que Linda dit, mais je suis profondément en désaccord pour approuver ce genre de projet. Et on va voir ce que le promoteur va proposer. Il est fortement possible qu'on rejette sa nouvelle proposition, tant qu'on ne voit pas quelque chose qui respecte cette idée qu'on préserve la beauté et le caractère rural de Sutton. Alors voilà, je me suis livré de mon cœur. C'est toujours avec un respect des règlements, un respect des droits acquis, un respect des lois. Il n'y a pas question d'exproprier des terrains. C'est pas ça la question, mais on veut une vision, ou moi je veux une vision de Sutton, et je crois que c'était la volonté du CCU en même temps. Qui veut s'exprimer? Linda? Oui, mais avant, peut-être s'il y en a d'autres. Thérèse aussi? Non? Linda? Ça fait du bien, n'est-ce pas, mes collègues, d'avoir un peu de discussion de temps en temps dans une façon publique. Je veux juste assurer que, évidemment, je travaille dans ma deuxième langue, et donc peut-être je n'ai pas exprimé mes intentions suffisamment claires. Ce que je dis, c'est que le problème, c'est que pour la deuxième fois, le monde arrive avec un projet qui ne correspond pas du tout avec vos attentes. Donc, ça veut dire qu'il y a une lacune majeure dans le PIA. Qu'est-ce qu'on veut? C'est que le monde arrive avec un projet qui vous disiez tout, excellent, c'est ça qu'on cherche. Mais en ce moment, c'est si vague qu'on a une énormément perte de temps et d'efforts pour le promoteur ainsi que l'administration si le monde arrive avec des projets qui ne correspondent pas aux critères. Et je vous suggère que c'est parce que le vrai problème, c'est à l'intérieur du PIA,
qu'on a comme rédigé assez vite, pour être honnête. Donc, c'est pour ça que je vous suggère de revoir le PIA pour assurer que les projets qui retournent à la table sont bien faits et à l'auteur de vos ambitions dans le CCU et ici devant vous. Bien, ce n'est pas nos ambitions, ce sont les ambitions de tout le monde ici, toi inclus aussi. Parce que ce qui est important, là, puis c'est vrai, puis moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Linda, il faut revoir le PIA, c'est sûr, mais pas juste le PIA. Il faut revoir le plan d'urbanisme, il faut revoir les règlements de zonage et de lotissement aussi. C'est clair, net et précis. Maintenant, on ne peut pas tout faire en même temps. On l'a dit, puis tu l'as dit, Alain, là, le PIA, c'est la première chose qu'on a faite ici, puis c'est en réaction par rapport au mur sur la 139. Il n'y a personne ici, je pense, qui trouve esthétique l'intégration de ce qui se passe là-bas. Maintenant, c'est là, on ne démolira pas ça. Il va falloir vivre avec, puis d'ailleurs, il va falloir aménager ce secteur-là aussi. Il ne faudra pas l'oublier, il est là. Maintenant, celui-là, il est sur Dyer, il est à l'entrée du village. Et là, lui, il y a une répercussion importante à l'entrée du village, en autant que ceux à la sortie du village. C'est possiblement un peu le même type de répercussion qu'il peut y avoir. Donc, c'est important d'en discuter. Le point important aussi, c'est que je comprends le point des promoteurs, mais ce que la Ville fait à l'heure actuelle, là, sur plusieurs projets, c'est du co-design. On fait du co-design. On design avec les promoteurs, justement, pour s'assurer qu'ils correspondent, je veux dire, qu'ils fassent des projets qui sont liés vraiment à notre perception. Puis la perception, c'est sûr qu'elle ne peut pas être toute écrite, toute définie, précisée. On l'a dit, le PIA qu'on a fait, c'est un diachylon sur le bobo. Ça ne règle pas le bobo. C'est clair. Par contre, on fait du co-design. Il y a 3 projets à l'heure actuelle sur lesquels on design avec les promoteurs. Puis ce que je peux dire, là, moi, je vais à chaque réunion du CCUDD, les projets qu'on a refusés, puis Harry est là pour en témoigner, quand on explique aux promoteurs pourquoi ce projet-là ne correspond pas finalement à la vision qu'on essaie de déterminer à l'heure actuelle, la réaction est très positive. Dans 90% des cas, les gens reviennent en disant « Oui, OK, je comprends ce que… » Puis ce qui nous ramène après, c'est une amélioration de 200 ou 300 %. C'est même pas du 50 %, là. C'est une grosse amélioration. On a un projet qu'on va vous présenter sur Cemetery, qu'on a regardé au dernier CCUDD. Un projet aussi sur lequel il y avait difficulté, parce que c'est un terrain compliqué. Ceux qui connaissent le bout à l'arrivée, puis à l'intersection de l'arrivée puis Cemetery, c'est un terrain difficile d'accès, mais ils sont arrivés avec une proposition vraiment très intéressante à partir justement des observations puis des réflexions qu'on a eues au niveau du comité. Donc, moi, je pense on fait du co-design avec eux. Il faut améliorer le PIA clairement, mais je reviens là-dessus. L'inspiration que nous avons à l'heure actuelle de ce genre de building-là, c'est que nous ne sommes pas une banlieue. Puis ça, ce genre de terrain-là, oui, ce genre de bâtiment-là, dans le fond, il ne faut pas oublier, c'est copier-coller aussi quelque part. C'est des projets qui ont été faits ailleurs, qui sont amenés dans l'environnement de Sutton. Puis nous, on pense que justement, ça ne correspond pas à la ruralité. Donc, l'inspiration, on demande aux gens de vraiment s'inspirer du cadre bâti de Sutton. On est content d'avoir le cadre actuel de Sutton. On a une belle architecture, on a des aspects historiques. Essayons de reproduire dans la modernité aujourd'hui ce cadre bâti de Sutton. Donc, moi, je pense que oui, on veut des logements. Je suis le premier à vouloir des logements. Je suis le premier à vouloir remplir notre carnet de 400 portes, mais pas n'importe comment, pas n'importe quoi. Il faut que ça s'intègre dans notre ruralité. Donc, est-ce qu'on est prêt à voter? On est prêt à voter? Donc, qui est pour la résolution, finalement, plus la recommandation de refuser ce projet-là? Alors, moi, je vote aussi. Parfait. Donc, Mme Leclerc, Mme Auclair, M. Pavlianis, M. le maire, Mme Lebel et M. Blain. OK. Ceux qui sont contre? Linda? Madame... La raison évoquée. Oui, je comprends. Puis on est d'accord avec toi, Linda, sur la révision du PIA, très clairement. Adopté à la majorité. Voilà. Merci. Donc,
c'était pour aussi la conversation que nous avions au départ sur le projet aussi. Poisson et Maple, vous voyez un peu le genre de discussion qui peut y avoir autour d'un projet qui est loti, mais pas approuvé comme tel au niveau de construction. Alors, donc, le suivant, c'est strictement un dépôt du rapport comparatif mensuel sur les permis. Donc, ça, c'est un dépôt. Le 10.9, c'est une désignation, c'est une technicalité, en fait. Comme on a finalement un règlement de contrôle intérimaire dans la montagne, la MRC nous demande finalement de nommer des responsables de l'administration du règlement. Oui, dans le fond, même le règlement de contrôle intérimaire de la MRC, eux, sont en mesure de désigner des officiers municipaux. Eux-mêmes nous ont un peu relancé la balle et donc disent à la Ville, dans leur résolution, disent que ce sera ceux désignés par la Ville. Et donc, nous-mêmes, nous le faisons à notre tour et sincèrement, c'est tous les officiers de l'urbanisme, à l'exception de la secrétaire. Parfait. On nomme qui? Officiellement, donc, le directeur, M. Claude Théberge, le conseiller en urbanisme, M. Harry Bressard, l'inspecteur-chef, Fernando Rosas, et les deux inspecteurs, l'inspectrice Laurie Roy et l'inspecteur en environnement, Frédéric Chouinard. Félicitations, Harry. Ça change rien à leur quotidien, je vous le dis. Qui propose? Carole, tu proposes? Qui seconde? Thérèse, merci. Alors, ça nous amène finalement aux travaux publics. Alors, Valentin, tu veux nous parler de Martin Saint-Jacques? Oui, effectivement. Aujourd'hui, on doit confirmer l'embauche de M. Saint-Jacques au poste de chargé de projet et développement au sein du service. On est très, très satisfait de l'apport de Martin depuis 6 mois. Donc, Monsieur le directeur général et moi-même recommandons de le confirmer à son poste. Peux-tu dire quelles sont ses tâches, en général, très succinctement? Il fait un peu de tout. Il fait tout ce que tu n'aimes pas faire. Non, c'est faux. Non, ce qu'il fait, j'aime bien le faire aussi, là, mais il arrive à avoir plus de temps que moi pour pouvoir le faire, donc il le fait beaucoup plus rapidement. Et depuis qu'il est là, on arrive à faire beaucoup plus de choses aussi. Oui, on est très satisfait, effectivement. Alors, qui propose? Linda et puis Carole, seconde. Confirmation de Trevor Rochelot comme journalier qualifié. Oui, on a embauché Trevor il y a 6 mois et on est très satisfait de son apport et il s'est très bien intégré à l'équipe, donc on propose de le confirmer à son poste de journalier qualifié. Ça me permet de dire, j'ai rencontré certains des membres, c'est une très belle équipe que nous avons aux travaux publics, puis il y a eu beaucoup de rotations au cours des dernières années, alors que là, on commence à avoir une équipe vraiment plus stable. Donc ça, c'est bien. Donc, qui propose seconde? Thérèse et Allen. Maintenant, François Tremblay. La même chose, on propose de confirmer M. Tremblay à son poste de journalier qualifié. François faisait partie de l'équipe d'entretien des parcs cette année. On est très content de son travail. Proposeur secondaire, Marc-André et Linda. Confirmation de Cody Johnson au poste de journalier aussi non qualifié. Oui, Cody s'occupe de la collecte des bacs de poubelles et de recyclage depuis qu'il est arrivé chez nous. Donc on est aussi très content de son travail et on veut le garder au poste de journalier non qualifié. Ouais. Ça me fait penser qu'une des choses qu'on va regarder l'an prochain, c'est toute la question des bacs qui se retrouvent là, devant beaucoup d'habitations puis de complexes à ce moment-là. Ça fait longtemps, finalement, on donne des... Je veux dire, il va falloir regarder ça, effectivement, l'an prochain, concrètement, parce que ça ne s'améliore pas à certains endroits. Même ça se complexifie, puis en rajoute actuellement, là, et qui est vraiment pas esthétique du tout dans certains secteurs. Proposeur secondaire, Carole et Linda. Confirmation de Dylan Burnham Caswell. Au poste de journalier non qualifié, donc tout comme Cody, on propose de confirmer son embauche. Proposeur secondaire, Thérèse et Allen. Embauche d'un préposé à l'entretien, parce que effectivement, économiquement, je pense que Pascal nous en a déjà parlé, que c'est préférable d'embaucher quelqu'un à l'entretien. À l'interne, oui. À l'intérieur de l'organisation. Le poste est vacant depuis le 19 août, et donc on propose d'engager M. Marc-Olivier Adam, à compter de demain matin. Proposeur secondaire. Préposé à l'entretien. Linda et Marc-André. Attribution d'un contrat de surveillance agronomique de l'exploitation de la sablière sur le chemin du Mont Écho, 15 000 $.
Oui, donc la ville possède une sablière sur le chemin du Mont Écho depuis très longtemps. On a rencontré la CPTAQ cette année, qui nous a autorisé à exploiter la sablière 5 ans de plus, donc jusqu'en 2027. L'exploitation de la sablière est conditionnelle au fait qu'on se fasse surveiller par un agronome externe, donc qui atteste qu'on respecte toutes les exigences de la CPTAQ. Donc on mandate la Fédération québécoise des municipalités pour un montant de 15 000 $ pour effectuer cette surveillance. Proposeurs secondaires, Marie-Josée et Thérèse. Attribution d'un contrat pour le concassage de matériaux, 66 400 $. Oui, on a environ 8 000 tonnes de matériaux à concasser, donc c'est du béton, de l'asphalte, qui viennent de la municipalité. Et on veut réutiliser ces matériaux-là pour l'entretien de nos routes, notamment. Donc on fait du recyclage, littéralement, et on a demandé des prix à 2 compagnies qui font ça. La compagnie la moins chère, c'est Univers Excavation, qui nous propose un concassage à 8,30 $ la tonne. Donc ça fait un montant total de 66 400 $ plus taxes. Le compétiteur était Béton Recyclé Rive-Sud à 8,53 $ la tonne. Est-ce que c'est une augmentation par rapport à l'an dernier? Est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'il y a un pourcentage d'augmentation compte tenu de l'augmentation des prix? L'an dernier, on n'avait pas effectué de concassage, on en avait effectué il y a 2 ans, mais pour un montant bien inférieur à ça. Oui, il y a une évolution. Oui, il y a une évolution des prix. Là, on a des tonnes qui vont nous revenir à un peu plus de 8 $. Il y a 2 ans, de mémoire, c'était autour de 6 $. OK. Mais ça reste quand même bien moins cher que du matériel qu'on achète en carrière. Du matériel du MG56 qu'on achète en carrière, ce serait autour de 15-16 $ la tonne. Ouais. Ce qui me fait dire, en passant, j'ai oublié de le mentionner, Suzanne aussi, là, mais dans le surplus d'1 million, là, on a absorbé les coûts d'inflation à peu près de 15 %. De l'an dernier, on a absorbé 100 % des coûts d'inflation, n'est-ce pas, qui étaient autour de 8 % cette année 8, donc l'an dernier 5, ça fait 13 % à peu près d'augmentation que la Ville a assumé dans ses coûts sans augmenter les taxes en proportion de l'inflation. Oui. Donc, qui propose seconde de cette proposition? Carole et Thérèse? Merci. Autorisation du paiement du décompte progressif numéro 6 pour le projet de remplacement de la pompe du puits Académie. Et ça, c'était très important, effectivement, là, parce que quand il y a des pannes, donc la pompe est essentielle. Oui. Donc là, c'est le projet qui se poursuit. Le décompte numéro 6, là, il comprend surtout le raccordement de la génératrice qu'on a installée il y a 2 mois de mémoire à la pompe qui est en place. Donc c'est un montant de 27 329 $ et 57 sous. Parfait. Qui propose second? Linda et Marie-Josée. Amendement de la résolution de l'adjudication de contrat pour la fourniture et chargement de pierres et gravier concassés pour l'année 2022. Oui, il s'agit d'une petite technicalité de trésorerie. Puis là, je regarde Suzanne. Ouais. Je dirais pas ça. Mais non, il s'agit juste de rectifier quelques chiffres pour avoir des bons montants à la fin de l'année dans nos réserves et dans nos budgets d'opération. Proposeur, seconde. Ah, tu veux ajouter quelque chose, Suzanne? Non, c'est correct, il a bien expliqué. Suzanne surveille tout ce qui se passe ici. Une chance que Suzanne est... Oui. Qui propose seconde? Alan, tu voulais lever ta main tantôt. Sure. Thérèse, seconde. Greffe et affaires juridiques, Jonathan, ça va te permettre de parler de Clic Sécure. Ah, c'est un sujet passionnant. Ben donc, oui. pour ceux qui ne le savent pas, tous citoyens corporatifs, mais aussi citoyens en général, peuvent avoir un compte Clic Sécure. Et donc, c'est simplement que la gestion du service au sein de la ville soit effectuée par le greffe et donc de m'autoriser à faire tout ce qui est nécessaire associé à Clic Sécure. Proposeur secondaire? Alan? Oui. Et puis Thérèse? Parfait. J'aimerais remarquer qu'ils ont levé la main plus vite que l'amendement à la résolution de tantôt. Puis on va te souhaiter, Jonathan, je vais te souhaiter bonne chance avec Clic Sécure. Merci. On va me perdre avec les dédales. En fait, Suzanne, j'étais pour dire, moi, c'est... Pardon. Je trouvais que le point pour lui souhaiter bonne chance, c'est plutôt le point suivant, 12.2, le départ à la retraite de la secrétaire du greffe et des affaires juridiques. Oui, c'est plutôt ça. Oui, le deuxième est un réel deuil. Sincèrement, je ne sais pas comment je vais finir ce point-là. Madame Marien
nous quitte pour une retraite excessivement bien méritée. Ça fait 6 ans qu'elle est avec nous. Excusez, je ne serais pas là si ce n'était pas de elle. Ouais. Littéralement. Elle m'a appuyé jour 1. Elle m'a enseigné. Elle va vous dire que je lui ai enseigné. Elle m'a enseigné beaucoup de choses. Et elle fut un pivot au sein de la ville jusqu'à même encore aujourd'hui. C'est une personne hyper appréciée au sein de la ville. Et sincèrement, je ne sais pas qui va la remplacer, mais ce n'est pas des souliers, ce n'est pas des bottes, ça va être énorme vu que la personne aura à mettre à sa place. Vous voyez, c'est senti, ce que dit Jonathan, puis je pense que c'est partagé par tout le monde qui a la chance de travailler avec Chantal. Oui. Qui va proposer cette résolution? Marie-Josée, puis Thérèse? Parfait. J'aimerais simplement préciser qu'elle part à la retraite le 31 décembre et qu'on Oui. va tenter d'engager d'ici le début décembre afin d'effectuer une transition en douceur. Oui. Ça fait du bien d'avoir un peu d'émotion. Prochain point, s'il vous plaît, monsieur. Oui, 13.1, c'est un dépôt, procès-verbal du comité consultatif sur la qualité de vie. 13.2, c'est la reconnaissance de l'OBNL Solidarité pour l'environnement à Sutton. Donc, qui propose seconde? Marie-Josée, puis Marc-André. Parfait. Marc-André, donc, propose Marie-Josée seconde. Reconnaissance aussi d'une autre association sans but lucratif, qui est Racine Pop, qui propose seconde. Thérèse, Carole. Autorisation de louer gratuitement une salle communautaire à l'hôtel de ville à la commission scolaire Eastern Township School Board, mais pour une bonne cause. En effet, il s'agit de francisation des immigrés ukrainiens. Là, et donc, vous avez l'opportunité pour ce qui est des organismes paragouvernementaux et des organismes paragouvernementaux et des organismes gouvernementaux de louer gratuitement une des salles communautaires. Alan, tu proposes? Oui, ben dans le fond, c'est l'école de Sutton qui va offrir, dans le cadre avec la commission scolaire, qui va offrir la francisation. C'est pas Val-des-Serres qui me l'a demandé, c'est Eastern. Si vous voulez, je vous dis. Proposeur, est-ce que tu proposes? Propose. Marie-Josée, seconde. 13.5, l'amendement à la résolution, et j'en ai parlé longuement en introduction, donc c'est la fameuse contribution de 200 000 $ de la Ville de Sutton au projet Habitation abordable Sutton. Est-ce que, Linda, tu proposes ce projet-là ou tu es en conflit d'intérêts ou non? Non. Non, parce que, heureusement, je n'ai pas besoin d'un logement. Mais j'aimerais juste encore une fois souligner qui est incroyable, c'est le fait que pour avancer le projet va recevoir 3,4 millions de plus de le SHQ et 900 000 du FNCIL. Et donc, notre appui additionnel de 200 000, c'est, dans du sens, c'est pour assurer qu'on a tout cet argent-là. Donc, je crois que c'est le meilleur retour sur investissement qu'on peut imaginer. Donc, je propose avec fierté. Puis, Linda, est-ce que depuis le début, tu es sur ce projet-là, au conseil d'administration? Non, j'étais là depuis tout mon premier mandat. 2017. Mais on a fait la décision que c'est mieux s'il n'y a personne au sein du conseil municipal. Sur le conseil? Sur le conseil d'administration de l'habitation abordable. Donc, parfait. Je me suis retirée. Donc, un secondaire. Carole, seconde. Sécurité publique, maintenant, remplacement d'unité de chauffage de climatisation à la caserne. En effet, donc on parle d'une unité de climatisation et de chauffage qui a commencé à faire défaut tout récemment, sans préavis malheureusement. Et donc, il n'est pas budgété. Ce qu'on vous demande, on a obtenu 2 soumissions, une à 26 000 quelques, l'autre à 31 000 quelques. 31-32, là, et à ce montant, on doit rajouter environ 5 000 $ en d'autres installations, raccordements et frais professionnels externes. Et donc, d'accorder à Réfrigération Leblanc pour environ 26 000 le contrat de remplacement
en plus d'un autre montant de 5 000 qui sera à être accordé à des firmes professionnelles externes au niveau de l'électricité et le tout à même le surplus accumulé, malheureusement. Proposeur secondaire, Marc-André et Moi. Linda. Parfait. Ça nous amène à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, c'est plus ou moins... Oui, c'est peut-être une question. Je voulais juste vous remercier d'avoir refusé le projet, qui était très laid, mais je voulais aussi remercier vraiment Linda pour son intervention, qui était vraiment méritée. Et je pense que ça vaudrait vraiment la peine, en plus du PIA, d'avoir des exemples et des illustrations de qu'est-ce qu'on veut. Le défunt GRAP, dont j'étais cofondatrice il y a presque 20 ans, on avait amené le conseil municipal au Vermont en autobus scolaire pour aller regarder qu'est-ce qui se faisait à Stowe, puis qui était comme un peu une ville un peu jumelle, qui ressemblait beaucoup à Sutton, là. Puis on a quand même quelques siècles de retard là, en termes de façon de présenter les règlements, puis d'accompagner les promoteurs, parce que c'est vrai que si on les laisse dans le flou, on a tout notre pouvoir discrétionnaire, mais en même temps, c'est pas comme ça que ça avance vite, puis c'est effectivement une grande perte d'énergie pour tout le monde. Fait que le prochain PIA, il soit illustré, puis qu'il y ait des exemples, je pense que ça aidera tout le monde. Là, en fait, même, c'est dans le plan d'urbanisme et règlement de zonage, là, c'est ce qu'on a l'intention de faire. C'est pas un document juste écrit, mais avec des illustrations pour pouvoir... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On a tellement de dossiers actuellement sur la table, là, c'est inimaginable à l'heure actuelle. Il y a des ressources limitées à l'urbanisme. Là, maintenant, on est équipe complète. Maintenant, en fait, Harry, tu peux le dire, je pense que ça fait depuis peut-être 2 mois au maximum qu'on a vraiment une équipe complète, puis qu'on peut faire un suivi adéquat. On n'avait même pas de secrétaire au bout de la ligne. On ne pouvait même pas répondre au téléphone. Je comprends très bien tout ça, je suis au courant. Mais on s'en va dans cette direction-là. On va demander même, au niveau du comité d'urbanisme, on veut avoir maintenant des 3D. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est facile. Juste des plans, maintenant, c'est plus ça qu'on veut. On veut vraiment quelque chose, avoir du travail au niveau 3D et tout le reste, c'est disponible actuellement, c'est facile à faire. Mais en tout cas, merci de l'avoir adopté dans l'état qu'il était dans l'urgence. Tu sais. Ouais. Merci d'avoir refusé ces trucs-là, mais merci aussi de souligner que ça serait le fun de... Mais il faut, oui, puis on s'en va dans cette direction-là, mais comme je dis, on ne peut pas tout faire en même temps. Impossible. Oui. Juste parler un peu plus loin sur le point de Mme Lefebvre. À titre d'information, M. Pressoir, si je me souviens bien, il y a 18 mois, on a une subvention de la ministre du Culture, je crois, exprès pour la création des fiches architecturales, justement pour aider que les projets avancent. Oui, exactement. Donc, je vous invite peut-être de contacter Mme Place, parce que c'est comme vous savez, Mme Lessard, on a une entente avec le ministre de la Culture, et c'est à peu près il y a 18 mois, on a dit, OK, on va dépenser dans les façons suivantes, et une des façons, c'était, si je me souviens bien, c'était pour les fiches, pour les détails architecturaux. Oui, en effet, puis on est en train de vérifier ça pour finaliser justement la subvention en question. C'est ça. Donc, terminer... Oui. Oui. Sur un ton rationnel. Poli. Regardez, je n'ai pas compris quand Mme Lessard-Gilbert a parlé d'un surplus pour 2021. C'est super. C'est 2022. Est-ce que j'ai mal... j'ai dit 2021. Je m'excuse, c'est 2022. C'est l'année d'opération 2022. C'est l'année en cours. Oui. Ça va? Donc, merci beaucoup. Je pense que c'était une belle réunion. Je vous invite le mois prochain. Il va y avoir justement une présentation probablement d'un projet intéressant qui répond un peu à la préoccupation architecturale sur le dossier de la rue Dyer. D'accord? Merci beaucoup. Oui, excusez-moi. Oui, ça me prend un proposeur secondaire pour terminer. Alan et puis Carole.